importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Le Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. On vous remercie beaucoup d'être présents dans ce podcast public, une première au Soccer 5. Nos partenaires qui nous permettent de hoster ce beau podcast avec nos Patreons qui depuis pas mal de temps nous supportent. On vous remercie énormément. Donc je suis en très très belle compagnie aujourd'hui avec Sofiane, Étienne, Julien, Nilton, Alec, Mike et Louis-Philippe. Effectivement, Jérémy qui était parti. C'est un podcast interactif, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, on va faire le bilan de la saison de échec, réussite, Rémi Garde, in, out. Toutes les questions seront sur la table. Donc aujourd'hui, on est très très content de vous avoir dans ce podcast un petit peu dans un format différent. On va commencer assez rapidement justement sur d'ailleurs la même question que Jules, la même question qui nous a été posée au 91-9 avec Nilton il y a quelques jours. Considérez-vous la saison de l'Impact comme un succès ou comme un échec? Et chacun des chroniqueurs va faire un petit peu le tour pour nous donner son ressenti sur cette saison qui s'est achevée par la défaite 2-0 à New England. À toi, Étienne. Oui, une réussite ou un échec? C'est une excellente question. J'en discutais tout à l'heure à la table avec mes amis. J'étais assez mitigé là-dessus. On a eu un début de saison catastrophique qui s'est peut-être transformé en, on dirait, les 10 premiers matchs, c'était plus le camp d'entraînement qui se prolongeait plus que la saison qui commençait. Après ça, je pense que c'est le mois de juin, on a vu que ça commençait très bien. Encore là, il y avait rien de parfait dans le jeu et dans les résultats de l'Impact dans Montréal. Mais au final, je pense qu'on finit sur du positif relativement là avec ce qu'on a vu, et puis je pense que ça augure bien pour la prochaine année. On parle à Julien de Paris. Bonjour Julien. Qui n'est plus à Paris d'ailleurs, qui est à Montréal. Mais moi, j'irais plus dans le sens de Sid où ils avaient lancé le débat un peu avec Nilton au 91-9. Je pense qu'il faut voir un peu plus ça dans la globalité. Et je parlerai pas de réussite ou d'échec, mais simplement de frustration. Non, si parle d'échec ou réussite, c'est la question que t'as posée. Mais simplement de frustration. J'adore répondre à côté des questions. Parce que la frustration, c'est qu'au final, après un début de saison catastrophique, l'Impact a réussi à mettre un plan de jeu en place. Rémi Garde a réussi à placer ses idées avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et moi, j'ai juste envie de dire que ça peut être une réussite pour l'année prochaine. Alors, je vais être optimiste dans ce sens-là. Bon, faut pas que je me contredise avec ce que j'ai dit 24 heures avant. Donc, je vais continuer à être un peu drastique là. S'il faut choisir, on peut pas dire que c'est un succès. Là. Je veux dire, Joey Saputo a investi pas loin de 3-4 millions sur ce staff-là. Il a pas mis 4 millions sur un staff pour passer proche de faire les séries ou finir en force. Là, on s'en fout là, de finir en force. C'est un mythe dans la MLS. DC a fini en force, hein? OK. C'est un échec. Ce staff avait au minimum l'objectif de faire les séries et au mieux d'avoir un jeu collectif intéressant. Dans ces deux aspects-là, je suis pas sûr qu'il a réussi. Donc, oui, c'est un gros chantier. Il y a des raisons qui sont peut-être hors de son contrôle, mais ultimement, c'est son équipe. Puis, pour l'instant, c'est un échec. Je suis d'accord avec Nilton dans le sens où au début de la saison, nous avons vendu un projet très ambitieux qui visait les séries et rien d'autre. On fait pas les séries. Et si on parlait d'année de transition, honnêtement, j'ai pas vu quelque chose qui s'est bâti cette année non plus. Il y a rien que je vois cette année. Tu sais, j'ai pas vu des jeunes progresser. J'ai pas vu des nouveaux cadres s'installer qui vont être là dans les prochaines années. Donc pour moi, c'est un échec cette saison. Mike. Est-ce que tu regardes l'Impact, toi, en fait? Ou... Bien sûr que je regarde l'Impact. Tu veux me call out, tu veux me mettre en deux spots? Il va nous parler de Balou. Alors, Balou, il va comment? Il va bien? On s'en fout de Balou, c'est fini. Fallait qu'une personne me pose la question. Hein. Non, tout le monde autour de la table a emmené des très bons points. Puis moi, je suis un peu ambivalent parce que on a vraiment une coupure claire dans cette saison entre la catastrophe du début puis le second souffle qu'on a eu vers la fin de la saison. Mais moi, le point vraiment qui me permet de départager, c'est le fait que oui, on s'est donné comme objectif cette année de faire les playoffs, mais je pense qu'on aurait
dû beaucoup mieux faire au championnat canadien pour au moins assurer une qualification en Champions League. Et si on s'était qualifié... Si on s'était qualifié en Champions League, malgré le fait qu'on a manqué les playoffs, je pense que ça aurait donné quand même une petite satisfaction à tous les supporters de l'Impact. Très bon point. Jérémy? Je pense que l'important, c'est de regarder quelles étaient nos expectations au début de la saison. Tout le monde savait qu'on s'en allait dans le mur avec la saison, que ça serait long, que ça serait difficile. Puis, au niveau des résultats, ça a été mieux que ce qu'on s'attendait. Tout le monde s'attendait à voir l'Impact finir 11, 12e, vraiment dans la cave. Même si dans le jeu, il n'y a pas eu une progression qui était fulgurante, on n'a pas vu un style de jeu à l'Atlanta ou même un style de jeu à la Kansas City qu'on sait à quoi s'attendre de leurs joueurs et de leur entraîneur. Mais je pense quand même que c'est une année d'apprentissage qui était nécessaire pour le staff. Puis on a quand même vu notamment la progression au niveau des gardiens, la progression au niveau de la défense. Et je pense qu'avec un mercato qui va être moins fait comme un élève d'université en fin de session qui a besoin de rattraper tous ses travaux à la dernière minute. Wow. Bravo. Donc, voilà. Bravo. La seule question qui compte aujourd'hui, Jérémy, c'est pourquoi Rémi Garde te suit sur Twitter? Aucune espèce d'idée. 18 abonnements dont moi, je suis tellement fier. Et, attends, Jérémy, là, on a vu ça live au 91.9, là. Oui, j'ai fugé, là. J'étais censé écouter Rémi Garde, tout d'un coup, Rémi Garde te follow. En pleine conférence de presse. C'est louche. Qui contrôle? Non, c'était juste avant la conférence de presse. Juste avant. Juste avant. Il a besoin de support moral. Ouais, voilà, exactement. C'est louche. Moi, ça fait... C'est sûr que pour le support moral, c'est pas une Ça fait 35 semaines que je parle de ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Vraiment. Merci la Fortune Bad pour m'aider à survivre, pour parler de ça pendant 30 podcasts de suite. Tu te souviens, Sofiane, tu te souviens quand on t'a callé out pour le no playoff? Oui, je m'en rappelle. Puis, ils sont toujours pas revenus? J'ai pas eu d'excuses. Non, j'ai pas eu de praise. 2. Non, rien. 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 C'est pas grave. Parce que, malgré ça, avec l'expansion, on est passé de 60% de chance de faire la série à 54. T'as 6 places, 11 équipes. L'année prochaine, en plus. Non, mais. Voilà. Les matchs en main, faut pas oublier. Mais, à la fin, pour dire honnêtement, il y a une progression avec Garde. Et le point qu'a ramené Jérémy, le mot-clé que Jérémy a donné, c'est vraiment Kansas City. L'Impact doit suivre le modèle de Sporting Kansas City dans tout. Le stade, l'expérience client que Kansas City est connu pour, et surtout la structure sportive, avec Peter Vermees comme chef. Maintenant, si le chef va être une combinaison Rémi Garde et Saint-Isbraz, débrouillez-vous que ça marche. Mais il faut que la structure sportive soit beaucoup plus cohérente par rapport à ce que l'Impact peut faire. Parce que, honnêtement, les masses salariales, on voit l'Impact dans le top 4, top 5, mais on n'a pas les vrais chiffres des salaires des autres équipes. Je pense pas que c'est un chiffre qu'il faut se baser dessus de façon systématique, mais sportivement, c'est mieux. Joey Saputo et Garde ont parlé d'une meilleure synergie avec Bologne, ça c'est important, mais il faut qu'il y ait l'exécution. Maintenant, l'Impact va peut-être enfin avoir un coach qui va, pour la troisième fois de sa existence en MLS, un coach qui va être le même coach deux saisons de suite. C'est déjà bien. Si on peut avoir 3 saisons de suite, ce serait bien avec le même coach, puis avoir une vraie structure, avoir un vrai développement des pros et aussi intégrer les jeunes. Maintenant, intégrer les jeunes, c'est pas magique, là, hein. C'est pas parce que t'as des jeunes qu'il faut les faire jouer. Il faut qu'ils soient bons. Maintenant, c'est une question d'exécution, un recrutement plus efficace. Comme a dit Sid au 99, les autres équipes vont s'améliorer parce qu'ils ont de l'argent. Tout le monde a du gamme, tout le monde a du time. C'est pas... Non, mais oublie pas, là. Attends, fait que échec ou réussite Non, la saison a suivi le cours auquel je m'attendais. Un début difficile parce qu'il y avait Tu t'entendais à un échec et tu l'as eu? Je m'attendais à un échec. OK. La saison, le résultat est un échec, entre guillemets. Mais au fond, il y a une amélioration. Il y a eu des joueurs qui ont ramené un plus. Maintenant, dans le style de jeu, ça prend des joueurs. C'est bien quand vous jouez la possession. Mais si t'as pas un troisième milieu de terrain et un attaquant pour aider à garder le ballon, tu peux rien faire avec ça. Même si Amarikwa se bat fort et Mankuzu, ça demande la qualité. C'est bien d'avoir des concepts, je veux jouer, c'est pas FIFA, le 19, ça marche pas comme ça. Et Rémi Garde le sait. C'est pourquoi il est pragmatique, c'est pourquoi il fait pas 3 changements, parce que à quoi ça sert de déséquilibrer l'équipe si je vais mettre des nuls? Il dit pas, mais il dit que les joueurs que j'ai sont nuls. Sont pas assez bons. Et il donne souvent des hints par rapport aussi à l'exigence. Il dit, moi, j'ai dû baisser mes exigences par rapport au haut niveau. Lui, il vient d'un autre monde. Un monde qui est plus professionnel, qui est meilleur tout court. Donc, c'est important de prendre ça en compte et de juste dire, c'est un travail de long terme.
il faut que l'Impact arrête de penser court terme, parce qu'ils auront seulement des résultats court terme. Mais alors la structure doit changer, parce que tantôt tu disais Braz, DeSantis, oui, mais ça peut pas rester comme ça. Si ça reste, il faut qu'ils se débrouillent, qu'ils marchent ensemble. Moi, je m'en fous comment ils le font. Mais ils vont pas changer du jour au lendemain, selon moi. Mais les relations ils font la même chose. Les relations peuvent changer. Les relations, le pouvoir entre les deux, le partage, ça, il faut qu'ils se débrouillent. On s'en fout qui est là. Assurez-vous que vous travaillez ensemble et quand il vous demande un attaquant, ramenez-lui 4 options. Et quand J.B. Briand dit qu'il vient, le botchez pas le deal parce qu'il a demandé des bonus. Débrouillez-vous parce que les supporters, eux, ils s'en foutent à la fin. Sofiane a un talent extraordinaire de répondre à 5-7 questions à chaque fois. Et en fait, comme petite parenthèse, c'est comme ça qu'est né Ben oui, ben non. Un jour, je l'écoutais parler pendant 5-10 minutes et je me suis dit, qu'est-ce qu'il pense? Oui ou non? Puis la semaine d'après, la chronique Ben oui, ben non est venue parce que après Sofiane, après Julien et Reg, mon cerveau était un petit peu fatigué. J'ai oublié quand même d'autres podcasteurs très de grande importance. On a Adi qui fait le podcast sur l'OM et Alexandre qui a un podcast sociaux qui s'appelle Sur la ligne. Et en hommage à Alexandre, qui est quand même très très loin de côté de l'Atlantique, j'aimerais que Stéphanie vienne et nous dise son bilan de saison. Comment tu le vois? Succès ou échec? Donc prends le micro, Steph. Collaboratrice d'Alexandre. C'est bien que tu m'aies averti de ça d'avance. C'est comme ça, j'ai pu me préparer. Moi, j'aime pas ça je suis un peu comme Sofiane, je pense. J'aime bien être nuancée, puis je suis pas dans le oui ou le non. Moi, je suis de celle, Nilton aimera pas ce que je vais dire, mais je suis de celle très tôt, moi, j'ai parlé d'année de transition. Nilton, il collait tous ceux qui parlaient d'année de transition, j'en étais. Désolé. Parce qu'à mon avis... Ton Twitter, maintenant. Unfollow Steph. Parce que, à mon avis, justement, plusieurs en ont parlé, il faut mettre en place une structure, pas juste sportive, mais justement dans le professionnalisme, dans les attentes. C'est pas juste, c'est un travail, une relation qui se construit. Puis oui, on s'entend dans le foot, dans le sport professionnel, ça doit se construire rapidement, mais une saison, ça va vite. Donc, pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont bien passées. Moi, je trouve qu'il y a eu de l'amélioration. Moi, il y a des joueurs, je pense à Lovitz qui m'a impressionné cette année, je pense à Piet aussi, que j'ai vu une progression. Donc, moi, j'ai vu de la progression, j'ai vu de la progression dans le jeu. Est-ce qu'il y en a eu autant que j'aurais aimé? Non. Est-ce que je suis complètement satisfaite? Non. Mais c'est pas un échec à mon sens. Je pense qu'il y a une base sur laquelle construire. Mais j'ai des beaucoup plus grandes attentes pour l'année prochaine. Ça, c'est évident. Merci beaucoup. Dans... Come on. Luc, à la famille Canacien, Merci. Ouais, c'est une question un peu ouverte, les gars. Ça va être, ça va laisser place un peu à un débat. Là. Il y a des noms chez l'Impact qu'on sait que c'est sûr que ça revient pas. Mais j'aimerais ça que vous vous surpreniez, que vous me disiez qui revient, qui reste. Est-ce qu'il va y avoir des départs surprises? Est-ce que on va avoir des gens qui vont être prolongés ou qu'on s'en attendait pas? Alors, quelles seraient vos opinions là-dessus, les gars? Merci beaucoup. Question très très pertinente. Encore c'est étonnant de répondre à ça. J'ai tellement ce que j'allais dire. Vas-y, parle, on revient dans 10 minutes. C'est bon. Non, parce que Nilton a parfois de l'information privilégiée. Malheureusement, pas là-dessus, parce que ça serait déjà dit, mais je peux pas croire que Camacho ou Diallo vont rester. Un des deux doit partir. Rémi Garde a été très, très political correct sur les joueurs déjà sous contrat, sauf Jackson. Mais... ouais. C'est impossible, selon moi, que Camacho puisse rester dans un contexte où il y a 3 défenseurs centraux qui vont prendre une énorme portion de la masse salariale. Camacho aussi a une valeur, c'est celui peut-être que, c'est pas peut-être, c'est le seul défenseur central où tu peux un peu récupérer la somme investie en lui. Donc, tu peux le transférer, le retourner en Belgique ou à un autre club
facilement pourrait faire en sorte qu'on va récupérer un minimum de cet argent-là investi. Parce qu'il y a des chantiers comme ça sur Cabrera. Hein? Ouais. Mais Cabrera, oui, tout à fait. Et mon autre point aussi, puis tranquillement, pas vite, pendant la saison, ça s'est justifié. Vargas, lui aussi, là, c'est beaucoup d'argent investi. C'est une aberration d'avoir mis plusieurs millions de dollars sur un joueur, sur une promesse qui est proche de la frime, je veux dire, sur le terrain, il y a clairement pas le niveau MLS, peu importe ce qu'on a nous laissé sous-entendre. Lui aussi, c'est maintenant ou jamais d'aller chercher maximum de récupération sur l'investissement. Donc, Vargas doit quitter parce que c'est pas une option dans cette équipe-là. Donc, ces deux joueurs-là, je m'attends à les voir partir. Toi, tu penses que Camacho risque de partir avant peut-être Cabrera? Parce que visiblement, non, Cabrera, c'est sous-entendu qu'il est déjà parti. Parce que tout à fait. Je pense qu'avec les spots internationaux aussi, tous les défenseurs centraux ou presque dans l'équipe. Parce que là, il faut pas oublier qu'on retombe à 8. On était à 11-12 avec Diallo blessé, donc il faut de la place. On peut pas avoir des internationaux sur le banc. C'est un concept dans la MLS qui est juste utilisé à Montréal, les internationaux sur le banc. Hein. Donc, et Diallo, il y a la confiance. Il y avait déjà un projet avec Diallo. Oui. Il voyait son pilier, c'était Diallo. Fanny est arrivé après coup. Il a prouvé que c'était un des meilleurs une fois en santé dans MLS. Donc, un duo Diallo en santé avec Fanny, c'est sûr que il vient de régler un gros problème dans cette équipe. Et l'argent qu'il va récupérer avec un Cabrera, avec un Rudy Camacho, c'est là qu'il peut aller chercher son avant-centre. Parce que les salaires qu'il va libérer, c'est pas une tonne d'argent là. Quand on libère Matteo, quand on se fie à ton tableau, parce que t'es assez intéressant, t'avais fait un tableau sur des départs potentiels. On arrivait quand même jusqu'à 2,5 quasiment, 2,5 millions. C'est pas si pire en MLS quand même. 2,5, c'est beaucoup d'argent même. Comme ça, ce sera pas sur un seul joueur évidemment, mais c'est quand même. On s'entend qu'il risque d'avoir 1,5 million utilisé pour un attaquant. On l'a vu avec Jimmy Briand, c'était à peu près le montant qui avait été alloué pour un avant-centre. J'ai deux questions. Première question, ton fichier Excel, c'était Excel ou Google Drive? Ma première question, Excel ou Google Drive? C'est Google Drive. Merci. Ouais. Deuxième question, comme Rod Fanny est payé assez cher pour un joueur de son âge, mais la performance justifie ça, est-ce que tu penses que Rémi Garde, est-ce que vous pensez tous que Rémi Garde devrait aller vers cette solution, des solutions court terme, qui coûtent cher, mais qui livrent la marchandise? Parce que si, par exemple, Rémi Garde vous ramène 3 Fanny, en milieu de terrain à l'attaquant, en termes d'âge et en termes d'argent, est-ce que ce serait acceptable d'aller vers cette avenue-là, sachant que trouver un joueur qui a entre 24 et 28 ans, qui va prendre un argentin ou uruguayen ou sud-américain, donc une valeur, on n'est pas sûr parce que de temps en temps ils viennent des clubs dont on connaît pas. Ça peut être un Vargas, ça peut être un Tivero, ça peut être aussi être un Diego Valeri aussi, ou un Piatti. Piatti était inconnu avant qu'il vienne ici. Même si c'était avec San Lorenzo, ils ont bien joué, il était comme un célèbre inconnu. Donc, est-ce que moi je pense que Garde va aller vers ça? Je pense que vous en pensez. Si il devrait aller, la vraie solution, là, c'est d'aller chercher un jeune Sud-Américain avec un potentiel de revente. Ça serait la solution. Ça s'appelle Vargas Antivero. Non, potentiel de revente, c'est le mot clé. Oui, les mots clés sont là. Oui, mais c'est pas ça qui va arriver. Oui. Parce que malheureusement, ça va être une solution par défaut parce que on n'oublie pas le message qu'on a reçu au mercato d'hiver, c'est compliqué. Mais on se retrouve dans la période compliquée justement. Qui va aller chercher de disponible cet hiver? Ouais. Ça va être tellement difficile, ça va être peut-être un joueur de Ligue 2 qui est prêt pour l'aventure nord-américaine. C'est valide aussi. Oui, mais est-ce qu'il va être disponible dès le mois de mars? Mais ça revient à une question que le staff fasse son travail. Dans le sens, je dis pas qu'ils sont incompétents. Sur 8 ans, je pense qu'ils ont une note de 4 sur 10 maximum là, par rapport à la. Mais sur le noyau dur, genre, comme de l'impact, et je pense que la question de Luc est très intéressante. On triche aussi parce que comme Rémi Garde a affirmé hier qu'il va absolument garder Fanny et Sagna, qui selon moi auraient été peut-être les plus problématiques si on n'avait pas eu cet indice de Rémi Garde. Mais dans le 11 partant ou dans le noyau, genre, comme dans ceux qui font la différence sur le terrain pour l'impact, on s'attend quand même pas mal à un énorme taux de renouvellement. Je veux dire, la défense, Fanny, Sagna, Piet, Taider, Silva, Piatti. On a un cœur assez fort. On peut mettre Bouge dans l'équation, mais beaucoup de choses indiquent quand même que ce sera quand même lui qui sera le numéro 1. Il a aussi dit de toute façon qu'il voulait comme numéro 1, Bush. Donc au final...
Si Duval, Petrasso et genre comme et toutes sortes de gens qui savent pas grand chose sur le terrain partent, mais quelle différence ça fera à part cette fausse profondeur? Donc je crois que fondamentalement l'impact c'est extrêmement ce qu'ils ont besoin. C'est un neuf et j'espère énormément qu'ils sont mis à travailler dès que l'affaire du package a capoté et qu'ils vont pas se mettre à travailler à partir du mercato d'hiver parce que comme le dit Nilton, c'est compliqué et c'est pas compliqué pour l'Europe. C'est pas propre à l'impact. Tous les clubs ont des complications. C'est pas propre à l'impact. Tous les clubs dans le monde ont des problèmes. Tout le monde. Certains ont des problèmes de riches. Le PSG veut pas recruter, Cristiano Ronaldo comme ils veulent. L'Impact veut pas recruter l'équivalent de Brillant parce que il y a un problème de transfert. D'autres clubs comme LAFC, ils ont les poches pleines, donc eux, ils s'en foutent un peu. Mais chacun a sa réalité. Mais à la fin, tout le monde est régi par les mêmes règles du marché du transfert. Les règles MLS, on les s'applique à tout le monde. Tout le monde a le gamme, le timbre. C'est comment tu dépenses cet argent-là et comment être efficace. Je rejoins un peu je reprends ce que Sid a dit sur, par exemple, il parlait de Duval, de Cabrera, etc., ces gars-là. Mais ces gars-là, quand ils les remplacent, assure-toi d'avoir des joueurs qui vont jouer. Duval, il est blessé, c'est pas grave. Mais d'autres joueurs qui ne jouent pas, il faut s'assurer que tu fasses du moneyball. Je répète ça depuis 7 ans, 8 ans. Il faut que tu fasses du moneyball avec ton troisième remplaçant, que tu t'assures quand tu joues, t'as confiance en lui. Du Raitala. Raitala, c'est vraiment l'exemple parfait. C'est du Raitala. C'est là où je voulais aller, c'est dans le sens, il faut que tu sois efficace. Tu peux plus avoir le modèle Bernardello, Donadel, Bernier, Gemayel avec des vieux, qui certains sont bons, certains sont moins bons. Il y a tout le temps des facteurs X. Là, cette fois, l'impact s'améliore dans ce domaine-là, mais encore une fois, le reste de la ligue va s'améliorer aussi. Les équipes qui finissent hors des playoffs vont recevoir beaucoup d'argent. New England va recevoir plein d'argent, etc. Donc, et c'est une question de comment tu vas le dépenser. Et il faut prendre ça en compte. Il faut être conscient de ça. Moi, je me souviens, bilan 2015. Bilan 2015, on commence à parler justement des perspectives. Puis là, on sort vraiment de l'euphorie. De l'euphorie. Un but des finales. Et puis moi, je dis, l'Impact, c'est un top 4, 2 joueurs, ça y est, c'est fini. Genre, comme on va tout casser. Non. J'ai pris du recul après sur le monde du podcast par rapport à cette année 2016. Crédit à toi, parce que peu de gens ont le courage de reculer. Parce qu'effectivement, les autres équipes sont pas là. Est-ce que tu vises les médias ou le staff? Je suis un média, je vise moi-même. Non, mais c'est vrai que les autres équipes sont pas là à regarder l'impact, ça essaie de s'améliorer et puis ne rien faire. C'est le concept des cônes oranges. Tu joues pas contre des cônes oranges, tu joues contre des vrais joueurs. Et je comprends pas cette vision par rapport à, on crée des débats qui sont peut-être valides, mais qui disent, il y a une autre équipe en face, il y a des GM, ils ont de l'argent, ils ont des scouts comme toi, les mêmes agents, beaucoup d'argent parlent à tous les directeurs de club. Donc Piatti a été offert à plusieurs clubs et l'Impact a dit oui. Et c'est tant mieux pour l'Impact. Mais il faut pas se leurrer que chacun a son propre réseau spécialisé. Non, mais, et surtout que de dire que l'Impact fait les séries, c'est aussi dire, parmi les 6 là qui l'ont fait, qui le fera pas? Et cette réflexion-là, il faut la pousser parfois, et c'est là que ça rend les choses un peu compliquées. On va revenir avec notre vocabulaire habituel de tous, que vous connaissez tous les Saputo d'or, les trop de Poutine et les Gérard d'Infoin. Et je vais aller du côté d'Alec, Jérémy et Mike pour cette saison-là. Quel est votre Saputo d'or? Quel est votre trop de Poutine? Et si vous avez un petit moment Gérard d'Infoin, en termes de joueurs ou de situations, essaye de partager. Gérard d'Infoin, c'est comme tu veux. Hein. Vas-y, Jérémy. Bon, Saputo d'or, je vais aller avec classique Piatti. Carry l'équipe comme d'habitude, finit à 16 buts, 13 passes. C'est un des seuls joueurs en MLS qui finit avec au-dessus de 10 buts, 10 passes. Il vieillit puis il réussit à s'adapter à la MLS qui augmente de calibre à chaque année en modifiant son jeu, ce que peu de joueurs arrivent à faire. Rendu à un certain âge où le physique est peut-être moins présent, on voit moins Piatti faire des courses folles comme il faisait, mettons, en 2016, mais il compense ça par une meilleure vision du jeu, puis une meilleure confiance aussi en ses partenaires. Et ton trop Poutine? Le côté droit, Duval, Petrasso, c'était catastrophique. Toute la saison, ces gars-là auraient... Tu te souviens de la fameuse combinaison d'or Edwards-Petrasso contre Vegas? Ça allait briser la MLS, là. Non, mais je pense que même les fans les plus optimistes, genre moi, on voyait pas ça comme plus que potable. C'était correct. Edwards a autant de potentiel que Vargas. Julien Tardy fait partie. C'est beau, on a compris. Non, mais sérieusement, le problème aussi du côté droit, c'est que Clément Bahia est capable de jouer latéral droit. Et tant qu'à donner du temps à Duval qui s'en va dans un mur, physiquement, il est nul.
offensivement, il est nul. Défensivement, il est nul. Pietrangelo, c'est la même chose, mais encore plus nul physiquement. Ça, c'est à cause de toi, Sofiane. C'est ton influence. On a un fan qui veut répondre à ça. Ça plutôt d'heure à Pietrangelo pour la claque à Zlatan. L'expulsion Zlatan. Le commentaire est courtoisie de Dominique. Merci, Dominique. Il a fait Shine Montréal dans toutes les vidéos. Zlatan Ibrahimovic, worst red cards. Je sais pas quoi, mais... C'est un vrai gérard d'enfant. Ouais, et puis tout le monde était fâché. On va pas se cacher, là. Quand il a pris son rouge... J'étais venu pour Zlatan, moi. Mike, Alec? Ouais, Saputo d'or, je pense qu'on va tout un peu le donner à Piatti. Je pense que c'est la définition du Saputo d'or, le 4 fois MVP. Mais Taider, on ne croit plus, Sofiane. On l'a vu jouer, nous aussi, ça marche plus. Donc, sans Taider, l'impact est mieux, c'est ça? C'est oui ou non? Oui. OK. Non, c'est pas vrai, ça. C'est bon. Mais en ce moment, non, t'as raison. Mais j'ai une grosse pensée pour Samuel Piette. Honnêtement, je pense qu'il s'est transformé. Le joueur qui était l'année passée, il est devenu ultra régulier. Je pense qu'il c'est le plus dur à faire pour un joueur. Bush aussi, quand même changé sa régularité aussi également. Trop de Poutine, moi, c'est Mancosu, qui est la définition du trop de Poutine, je pense. Il est vraiment passé à côté de tous ses matchs. Autant dans les premiers matchs, tu sais, on faisait du Julien justement. Tu sais, il y a des courses au moins, tu sais, il rate, mais tu sais, il se crée. Mais à la fin, il courait même plus, il y avait plus rien du tout. Non, mais pense-y, le Mancosu va probablement être à la retraite avant Didier Drogba. Ah, c'est bref. J'ai l'air d'un fond, il y en a une coupe, hein, mais j'ai aimé les nombreux gestes techniques de Amarikwa. J'ai l'air d'un foin un après l'autre, genre. C'est le 4 pattes défense, non? Ouais. 4 pattes, quand décalé droit, t'as un ballon bien. Pour contrôler, il fait une bicyclette, tu sais, genre. Mad Mike. Donc, moi, je vais aller avec la famille pour mon Saputo d'or. Je pense que Nacho Piatti a vraiment énormément fait la différence dans ce club et sans lui sur le terrain, on parle pas de la même équipe. Il y a beaucoup de gens qui parlent en cette fin de saison que Samuel Piette devrait être capitaine l'année prochaine. Moi, je pense que si Nacho il reste, Nacho doit rester le capitaine parce que c'est un leader sur le terrain, c'est un leader technique et on a vraiment l'impression qu'il inspire le reste de l'équipe. C'est le réfé, tout court. C'est le réfé du club, puis genre, honnêtement, bravo de l'avoir signé. Donne-lui l'argent, 4-5 millions, on s'en fout parce que honnêtement, en termes de visibilité, c'est le joueur niveau MVP le moins connu de toute l'histoire de la ligue. Honnêtement, il y a des gars, comment il s'appelait là, le gars qui a gagné le Mike Maggie. Maggie a gagné le MVP puis le Soulier d'or à la place du Divaio, le Soulier d'or puis MVP aussi. Puis Piatti, on dirait un inconnu. C'est qui prouve que la ligue a évolué. La ligue a plus d'argent pour ramener des joueurs qui ont Atlanta. Mais nous, on est resté avec la version MLS 2012. Exactement. On est d'accord qu'Atlanta a vraiment biaisé toute la ligue. On a un plan Atlanta. marketing pour lui. Ouais. On a une édition spéciale. Ah, c'est celui qui ressemble à Bradley Cooper. Donc voilà, mais ça excuse-moi, j'ai l'air d'être trop Poutine. C'est correct. Mais en fait, j'allais dire, j'ai une triste prédiction pour vous. 2019, ça va être la dernière année de Nacho. Il va retourner à San Lorenzo après. Donc, si vous avez la chance d'en profiter, ça va être la dernière fois, vraiment. Moi, je suis pas certain parce que 5 millions. Est-ce que San Lorenzo est prêt à payer 5 millions à Nacho Piatti en 2020? On verra, hein? On verra. San Lorenzo 2019, San Lorenzo 2020, il peut y avoir une différence dans leurs ambitions d'une année à l'autre. Je suis pas convaincu que... Ça va quand même dépendre de la saison de Piatti aussi l'année prochaine. Le gars, il va avoir il a 33, il va avoir 34 ans l'année prochaine. Ça va aussi dépendre de si l'Impact veut de lui encore, parce que c'est sa dernière année de contrat que ça va être intéressant aussi de voir la saison de Piatti. J'ai peur que maintenant on commence à... Il y a encore beaucoup de talent, là, c'est indéniable, mais j'ai peur qu'éventuellement Piatti, si on le garde pendant encore 2 ou 3 ans, là, on se retrouve comme qu'on n'a pas vraiment préparé l'après Divaio, l'après Drogba, on risque de ne pas préparer l'après Nacho aussi. Ouais. Hey, on est là, hein? L'après Nacho. J'ai l'air d'enfant après la question de Dominique, là. J'ai l'air d'enfant. Mon trou de Poutine aussi. Ah, tu l'as pas encore donné? Non, j'ai pas dit mon trou de Poutine. Excuse-moi. Mon trou de Poutine, je le donne. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que je suis strict ou sévère parce qu'il a quand même pas fait la saison complète avec le club. Mais pour moi, mon trou de Poutine, c'est Quincy Amarikwa. Pour un joueur qui a énormément d'opportunités comme lui, le nombre de chances gaspillées qu'on a vu d'un joueur comme ça, des chances qu'il aurait dû convertir plus souvent qu'autrement. Pour moi, ça a eu un impact justement sur les résultats en cette fin de saison. Donc, Quincy Amarikwa, c'est un joueur que j'espère qu'on ne va pas revoir la saison prochaine.
Et j'ai l'air d'un foin, puisque t'as ouvert la porte à un free-for-all. J'aimerais donner un j'ai l'air d'un foin institutionnel. Mon j'ai l'air d'un foin, c'est vraiment pour l'institution de l'Impact de Montréal, dans le manque de communication qu'il y a eu dans l'histoire de la hausse des prix de billets et des changements de section. Je pense que ça a vraiment profondément affecté plusieurs supporters ici, ainsi que parmi nos auditeurs. On a une question de Dominique. Moi, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais il y a quelqu'un qui a mentionné le championnat canadien comme étant un échec cette année. Moi, je suis d'accord. Et je me demande jusqu'à quel point l'Impact est prêt à investir là-dedans. J'ai l'impression qu'ils ont un peu abandonné le championnat canadien pour des raisons financières. On voit que ça n'a plus la même importance alors que pour les supporters. On a l'impression qu'on est les seuls à comprendre l'importance de ce championnat-là. Et je voudrais avoir votre impression là-dessus. Est-ce que c'est en général ou c'était plutôt l'année passée? Non, c'est en général. Depuis 2015, depuis le parcours de rêve, on sait qu'il faut beaucoup investir, puis ça coûte de l'argent. Un championnat, ça coûte de l'argent. Et j'ai l'impression que depuis cet épisode-là, on met moins d'emphase là-dessus. D'abord, on n'en parle même pas durant les fameuses assemblées de membres, là. Cette année, ça a été vraiment ça a été la risée. Moi, en tout cas, je pense que tout le monde était en colère de voir qu'on a mis peu d'emphase là-dessus. Mais il faut se remettre dans le contexte, je pense, de cet été aussi. C'était au mois de juillet à peu près. Fait que là, on se retrouve avec... on est quasiment en nos playoffs déjà. Sauf qu'on a un mois de juin où on gagne tous les matchs avec une équipe qui a peut-être pas beaucoup de profondeur aussi. Puis après ça, il fallait faire un choix entre la MLS ou le championnat canadien à ce stade de la saison parce qu'on joue beaucoup de matchs rapidement en plein milieu du mois de juillet. On revient d'un bon mois de juin. Fait que c'est vrai, je serais d'accord avec toi pour dire que en général, on accorde moins d'emphase, mais je pense qu'il faut donner le bénéfice du doute à cette année au coaching staff de Rémi Garde qui avait pas beaucoup d'éléments pour lui, puis je pense qu'il fallait qu'il fasse un choix. Malheureusement, dans les deux cas, ça a pas payé parce qu'on n'a pas fait les séries, puis on n'a même pas réussi à se rendre. J'allais aller sur la même direction qu'Étienne, mais qu'en fait malheureusement, ça fait 3 ans que d'un point de vue des circonstances, à l'été, ça se passe déjà très mal pour l'Impact de Montréal. Et à l'été, ils sont déjà en train de maximiser leurs ressources et de mettre un peu le championnat canadien de côté. Mais là où je rejoins beaucoup Dom, c'est que d'un point de vue de l'institution au complet, là, je pense qu'il y a un véritable échec, même en termes de communication, quelle est l'emphase qui est mise sur le championnat ou l'importance que ça a. On a marqué l'histoire et puis là maintenant on la gomme. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais c'est vrai que d'un point de vue du coach, de façon très circonstancielle, mais c'est vrai que à chaque fois, c'est mois de mai, juin, ou quand il y a le premier match, qui est souvent d'ailleurs contre Toronto, l'équipe va déjà très mal. Et à ce moment-ci, le coach est très prudent sur le match du samedi et se dit bon, on va faire le coup on met des jeunes pour le premier match et si on a un coup à jouer pour le second, là on mettra les titulaires et généralement c'est insuffisant parce qu'on se rappelle que quand même 2 années de suite, Toronto roulait à plein régime et l'Impact pas trop. Donc je dirais que cette année en fait, j'ai vraiment envie de voir. Pour moi, cette année sera peut-être le plus grand révélateur. Rémi Garde, lui, très bon communicant, nous a dit non, c'est important, championnat canadien. Je comprends que c'est important pour les partisans, mais au mois de mai, là, nos playoffs existaient déjà. À la faute de gens comme Sofiane et Nilton, mais merci. La vérité, c'est ici. Mais c'est vrai que je me demande à quel point c'est circonstanciel ou effectivement c'est un véritable problème de ne pas connaître son histoire et de pas aussi chercher à la provoquer son histoire parce que ce qu'on a vécu grâce au parcours de la CONCACAF, je pense qu'il y a que le championnat canadien qui peut me permettre de revivre ce genre d'émotion. Mais pour ajouter une autre circonstance aussi, puisque Sid a parlé tout à l'heure de fausse profondeur de banc, et Sofiane a parlé de recrues que tu pourrais faire venir en les faisant jouer. Mais ça part de ce principe-là aussi. Pour jouer sur plusieurs tableaux, il faut que tu puisses avoir cette profondeur de banc, qui peut paraître un petit peu rigolote quand on en parle, mais qui est très très importante. Et tu vois que toutes les équipes qui sont en play-off et qui se sont qualifiées ont cette profondeur de banc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent interchanger des joueurs et ça change pas. Et là, au moment où Garde a dû faire le choix, déjà, il savait que son équipe, elle était compliquée, même sur les 11 titulaires. Alors, aller leur demander de faire 2 à 3 matchs en plus par semaine,
tous les 3 jours comme en Ligue des Champions. L'Impact n'était pas fait pour ça. C'est un très bon point de Julien parce que à la fin c'est question de gestion de ressources. C'est très gestion de projet, mais à la fin c'est ça. Puis malheureusement, quand tu es dans du court terme et que tu commences mal ta saison parce que t'as mal recruté, parce que le club a mal recruté pour toi aussi, ça fait que tu te retrouves à faire jouer les jeunes au premier match alors que tu devrais les faire jouer plus souvent, mais il faut qu'ils soient bons déjà à la base. Ils sont pas bons parce qu'ils ont pas une ligue réserve, mais ils ont pas une ligue réserve parce qu'elle a été annulée, mais l'académie elle produit des joueurs mais ils sont pas assez bons pour être vendus. Donc c'est un cycle vicieux à chaque fois. Mais à un moment, il faut que je trouve pas le mot en français là, l'expression c'est bite the bullet. Vraiment, tu prends le risque, tu sacrifies un peu pour au moins préparer le futur. S'ils sont pas bons, tes jeunes, ils sont pas bons, on va le savoir rapidement. Ça prend pas 15 matchs pour voir qu'un jeune qui est pas assez bon pour commencer pour toi ou avoir des minutes intéressantes. Mais c'est un équilibre tout ça. C'est un équilibre et quand par exemple les Petrasso, les Duval et Edwards, normalement c'est eux tes titulaires dans les matchs canadiens, puis c'est eux tes gars du banc dans les matchs MLS pour apporter la valeur ajoutée. Et ça revient du coaching. Et Garde a montré qu'il peut améliorer les joueurs dans un collectif, mais malheureusement c'est l'individualité qui a poussé le jeu de l'Impact depuis tout le temps. Garde est héritier de ça. Donc, il est encore dans le court terme pour faire les séries. Donc, il a jamais pu travailler correctement sur le collectif. C'était un point que tu avais dit, ou je sais pas si c'est toi ou Étienne ou Sid, pour dire, quand tu plaques des joueurs qui jouent pas, mais ils sont dans un système, ils savent quoi faire. C'est plus facile d'intégrer que d'intégrer un Chouanière qui s'est entraîné 4 fois, puis tu dis, remplace Piatti pour un match. Ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies un sort de collectif dans le jeu. Et comme avait dit Garde, une philosophie de jeu, à passer à ce que vous voulez, mais c'est important d'avoir un style de jeu pour dire que les joueurs que tu vas ramener vont fitter ton système, vont fitter la façon dont tu vois le football, et ensuite ça va s'améliorer. Vargas, c'est pas assez physique pour jouer à ce niveau-là en ce moment-là. Mais par exemple Silva, c'est l'Impact. Et le minimum requis pour Rémi Garde, c'est l'impact physique, c'est la technique et l'intelligence de jeu. Et ceux qui ne fitent pas, au moins les joueurs qui remplissent pas ces 3 critères en minimum, ne devraient pas être au club. Si le club va avoir des ambitions d'être un top club régulier. Et top club régulier, c'est-à-dire essayer de faire les séries. Parce que Kansas City, ils vont loin, mais ils se battent pour faire les séries. C'est dur la MLS. C'est dur. Mais c'est surtout que, pour revenir à ce que Garde, est-ce que c'est un bon communicant ou pas, peut-être, mais c'est quelqu'un qui a la culture club. C'est quelqu'un qui vient de Lyon, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans ces clubs-là, et quand il dit que pour lui le championnat canadien c'est important, c'est qu'il sait que les clubs écrivent leur histoire. Il n'a pas dit que c'était important. Non. Il a dit que il comprend que que ce soit important pour les fans. Et ça c'est attention, c'est pas pareil parce que dans sa gestion de l'effectif, il a aucunement montré que c'était important pour lui. Non, parce qu'il pouvait pas cette année. C'est pour ça que comme que pour répondre à Dom, j'ai hâte de voir l'an prochain. J'ai hâte de voir si l'an prochain, justement, le match de MLS, c'est ce match-là où il mettra 4-5 jeunes et que le match du mercredi, c'est ce match-là où il mettra ses titulaires et ses vétérans. J'ai hâte de voir parce que pourquoi ces jeunes-là finalement n'ont pas l'expérience MLS. Pourquoi comme ton deuxième gardien, c'est juste le match de championnat qu'on sort Diop et qu'on sortira Pantémis ou Bolio ou quoi que ce soit, et que c'est pas sur le match de MLS qu'on le fait jouer. Donc j'espère qu'il y aura peut-être un peu une inversion dans la façon de voir les choses pour l'Impact de Montréal, parce que c'est important le championnat canadien. On va se cacher, comme le meilleur souvenir d'Assun Kamara, c'est son but, c'était pas la microcyclette là. Non, c'était contre Chicago, mais son but Vancouver, c'est des belles images, il y a plein de choses, comme il y a des souvenirs très très importants et très forts qui sont liés au championnat canadien. Donc mais la réponse courte là, c'est que Rémi Garde va se faire congédier s'il perd en MLS, pas s'il perd en championnat canadien. La com, ça va être oui, le championnat canadien, c'est important, blablabla, on n'écoute plus ce qu'il dit. Mais la vraie réponse, c'est que la MLS va toujours être sa priorité. Même à ce moment-là, on commençait à parler de son poste qui était précaire. S'il continuait à perdre en MLS, c'était pas ridicule de penser que Joey Saputo, un lundi matin, pas très content, il faut à la porte. Le championnat canadien, c'est pratiquement un fardeau de le gagner parce que c'est des matchs en CONCACAF à gérer. Ce club-là a jamais été capable de gérer 2 effectifs. On n'est même pas proche de se rendre. Oui, mais lui, dans sa tête, c'est MLS. Non. Mercredi, je vais voir qui est en santé et je vais les faire jouer. Parce que, à la rigueur, comme c'est la situation que Toronto a vécue et qui est la raison principale pour laquelle cette saison ils sont pas qualifiés, c'est de jouer sur 2 tableaux pendant un an et demi. Plus les blessures. Donc, plus les blessures, effectivement.
Mais l'Impact est même pas proche de ça. C'est la coupe nationale la plus facile à gagner de tous les championnats possibles, imaginables. On a déjà vu un championnat, une coupe qui se gagne en 2 matchs. Il y a même mais même la coupe ISSC là où les clubs européens tournent à Miami, à New York, c'est plus compliqué. Mais on n'a jamais vu ça. Donc ils ont un match contre Blainville, le Fury, et un match contre Vancouver. Ça y est, on est champion. De quoi on parle? Donc à un moment donné, l'Impact doit comprendre que cette demi-finale là, c'est 2 matchs à négocier, puis une finale à offrir à tes partisans. Donc, et après, oui, si à la rigueur, on le faisait souvent, ce 2 tableaux, CONCACAF, les voyages et autres, et la gestion de l'effectif, et que si en CONCACAF, là, ils mettaient les jeunes parce qu'il veut plus gérer la MLS, pas de problème avec ça. Mais si tu as un bon recrutement dès le début, tu peux gérer les 2 tableaux pour au moins dire j'ai l'option de le faire. T'es pas obligé. Mais par exemple, je vais faire un exemple bête. Je vais parler de Tyder 2 secondes. C'est pas par rapport à Tyder. C'est fait exprès. Juste pour dire. Par exemple, mais je dis même Pied. Par exemple, je parle des milieux de terrain. Par exemple, Pied et Tyder, on les voit jouer, même quand ils jouent les matchs canadiens, puis les 2 matchs, 3 matchs en une semaine. Ils étaient pas aussi performants, mais ils jouaient quand même. On voyait qu'ils étaient capables de jouer à ce niveau-là. Donc il y a des joueurs qui sont pas capables de faire 3 matchs en une semaine, parce qu'ils ont pas le niveau physique ou technique de le faire. Alors qu'on voit que Tyder, Piet, même Azira sont capables de pousser ce niveau-là à un haut niveau. Donc ça, c'est important de prendre en compte. Il faut que tes joueurs soient bons. S'ils sont pas bons, tu peux pas jouer sur plusieurs tableaux. Quelque chose que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est quand Rémi Garde a dit qu'il lui, entre guillemets, faudrait avoir un autre FC Montréal. FC Montréal exactement. Je pense qu'avec des jeunes qui jouent régulièrement, t'aurais pu savoir s'ils sont bons ou pas. Ouais. Et certains qui auraient sorti du lot, je pense qu'ils auraient pu être utilisés en championnat canadien. Et même si l'objectif n'aurait peut-être pas été de le gagner, au moins de voir des jeunes de l'académie contre des grosses équipes, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant que mettre une équipe, genre, tu sais, on savait qu'on allait perdre. Mais on va d'accord qu'ils sont fous la USL. Rémi Garde, même à moins que c'est son bijou qui va en USL, il va pas voir les matchs. Ils sont fous. Sinon, il aurait pas un dédain par rapport à Meilleur Giguère et Crépeau. Surtout à Crépeau, dire ouais, Crépeau c'est bien, mais bon, j'ai pas le temps de regarder les matchs. Il dit Ottawa c'est proche, mais c'est loin. Mais là, Ottawa c'est à 1h30, là, faut pas exagérer. Puis avec Internet, t'as accès au match. Donc il y a quand même un dédain par rapport à des ligues inférieures pour dire, c'est quoi, mon objectif c'est la MLS. Si t'es pas avec moi, je m'en fous de toi parce que t'es pas Balou, on m'a pas dit que t'es la future star qu'il faut pouponner, donc basta. Lui, il est pragmatique et il est encore dans le court terme parce que le club est dans une situation de court terme. Ça, c'est la culture du club malheureusement. Et puis c'est ça. Dom, excellente question. On va poursuivre avec Étienne, vas-y. C'est bientôt fini là, comme tu disais là, 2 matchs pour gagner une compétition là, il en reste plus un avec la CPL qui s'en vient. Ça va être encore plus compliqué pour le championnat canadien qui va jouer à 10-12 équipes. Ouais, contre des équipes qui n'existaient pas la semaine passée. Ouais. Donc, en tout cas, c'est bien. Mais c'est des opportunités qui sont gâchées d'augmenter son palmarès assez facilement. Exact. Abdou, avant que tu poses ta question, j'aimerais que tu nous dises ton saputo d'or et trop de poutine de la saison. Bonjour tout le monde. Alors, mon saputo d'or, je voudrais bien le donner à Nacho Piatti, c'est sûr, mais je vais le donner à... Non, je vais pas le donner à Tyder. Non. Je vais le donner à Evan Bush parce que moi je trouve cette année là, je l'ai suivi depuis qu'il était avec la NASL, USL, whatever. Mais moi, j'ai trouvé, il est en constante évolution. Puis je pense le fait d'avoir un entraîneur assez de grande envergure comme Joël Batz, ça l'a aidé. Mon trop de Poutine, je vais le donner à Ryan Edwards. Ouais. Je sais qu'il est parti, mais ça a été un trop de poutine. Je pense qu'on oublie trop souvent sa volée au deuxième ou premier match de la saison. Là. Oui. Mon geleur de foin, je suis pas certain. J'en ai pas en tête, à part peut-être Tony Marinaro et sa croisade. Sa croisade avec Rémi Garde. Et je connais peut-être moins le soccer que j'en ai l'air, mais au moins je sais qu'il a fait une bonne job. Est-ce que tu avais une question? Super. Est-ce que tu avais une question pour le panel? Oui, en fait, justement, Sofiane en a parlé un petit peu. Je voulais parler de Maxime Crépeau et de son avenir. Admettons qu'il revient avec l'Impact. Est-ce que vous lui donnez quelques matchs en MLS juste pour ménager Evan Bush? Moi, je le mets numéro 2 derrière Bush et je lui donne quelques matchs en MLS, ouais.
Bush, je pense qu'il a déjà atteint son pic. Il va pas s'améliorer, là. Ça, c'est ça. Crépeau, il a fait une grosse saison à Ottawa. Je pense qu'il faut lui donner une chance. Diop, j'y crois pas non plus. Fait que j'aimerais voir Crépeau en 2, ouais. Il l'a mérité, hein. Puis avec les autres gardiens aussi, la hiérarchie, on fait ça comment? Pantemis, Beaulieu, out. Tu jettes des dés. Tu jettes des dés. Tu vois ce qui arrive, puis après tu vas là. Tu choisis la courte paille, puis toi t'es out. Ok, j'ai un petit rant. Attends 2 secondes. Jérémy, est-ce que tu peux donner ton avis sur la hiérarchie des gardiens? Qu'est-ce que tu ferais avec Bush et Crépeau? Moi, je suis pas mal d'accord qu'il faut donner du temps de jeu à Crépeau parce qu'il y a un après-Bush aussi à préparer. Veux pas, Bush, c'est un leader de la défense depuis plusieurs années. Puis il va falloir préparer la suite. Puis Crépeau l'a démontré en USL qu'il était capable d'être bon, même si avec l'Impact l'an dernier, il a pas réussi à être aussi bon qu'on l'espérait. Je pense qu'avoir la marge de progression que personne n'attendait de Bush qu'il y a eu cette saison, une saison avec Joël Batz pourrait vraiment faire de Crépeau un gardien plus qu'acceptable pour un niveau de MLS. Là, j'ai quelque chose à dire. La question est très valide, Abdou. Puis ce que je veux dire, c'est pas contre toi là, c'est pas contre ta question. C'est plus par rapport au concept des débats de gardiens à Montréal. C'est quelque chose de très voilà, c'est très dérangeant et très maladif. Comment qu'on va faire au basket? Alors, quand on va avoir l'équipe de basket, ça va dur les baskets parce que honnêtement, parce que quand je vois les débats sur les gardiens, surtout avec Crépeau qui a eu 15 blanchissages dans l'USL, on s'approuve que c'est un bon gardien. J'ai vu Crépeau jouer c'est vrai pendant 2 ans, je l'ai vu évoluer, je voyais sa valeur en tant que support, en tant que fan de foot et en tant qu'analyste quand j'ai analysé l'AFC Montréal. Et sur les débats des gardiens, je demande une chose: est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? Est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes pour pas oser poser la question, pas tant, mais dans le débat médiatique pour dire, après qu'un gardien comme Bush, qui a été confirmé comme gardien avec avant cette année et qui s'améliore de façon drastique et exponentielle avec sous Joël Batz, et on ramène le débat d'un gardien local qui joue en USL à Ottawa, que entre nous, on a vu un total de 5 matchs et demi, on accumule les 20 personnes ici. Et vous me ramenez le débat sur Twitter et Facebook et les médias de dire est-ce que Crépeau devait être dans l'équipe? Un Crépeau qui a quitté le club parce qu'il devait jouer. Et j'avais dit il y a 2 ans, Crépeau va ailleurs, joue en USL, joue en Détroit suédoise, mais joue. Même chose pour Jackson Hamel, même après sa saison de 8 buts. C'est important de ne pas confondre les sports et ne pas confondre les postes parce qu'il est gardien. Un gardien de foot, c'est simple. Ça joue ou ça joue pas. Il y a 34 matchs. C'est pas comme le hockey, c'est pas comme le handball, c'est pas comme les autres sports qui ont des gardiens. C'est important. Le handball, je pense collectivement, on n'a pas vu un match. Exactement. Et en termes de philosophie, de hiérarchie des gardiens, c'est important. Je finis. C'est comme CCPP. Je parle et tu dis rien. Non, juste pour dire. Et pour moi, c'est important. Oui, Thomas, c'est Sofiane qui parle. Passe bonjour à ton fils. C'est juste pour dire, c'est que c'est important. Et la question est valide, Abdou. Je dis ça. Mais c'était pour dire que non mais je veux pas qu'il se sente martyrisé par moi. C'est important, c'est important de penser que à un moment, c'est bien de dire que Crépeau il est bon, qu'il va prendre la place de Bush, ou dire que Bush va être deuxième gardien, mais Crépeau n'a pas envie d'être deuxième gardien. Crépeau veut être payé pour jouer, il joue comme premier gardien. Il est jeune, il a 24-25 ans, il a besoin de jouer. Garde a dit lui-même, c'est pas normal que je vois des jeunes qui ne jouent pas, il a dit que c'est affligeant ou c'est désolant ou même grave. Il a pris des grands mots de français là. Oui, c'est ça, le lexique. Écoutez, il devrait jouer et puis voilà. Exactement. Donc c'est pour dire à la fin, c'est bien d'en parler, mais il faut être logique. À moins que l'Impact décide que Crépeau va être numéro 1 et Bush va partir, va être échangé. Parler de Crépeau comme numéro 1 n'a aucun sens avec la saison de Bush et ce que Crépeau a fait en USL. Il faut qu'il aille ailleurs. Voilà. Mais tu vois, moi je trouverais ça très très bête de perdre Crépeau pour absolument rien. Tu l'as déjà perdu, Hilton. Oui, mais de un. Deuxièmement, moi ce que j'aimerais vraiment connaître, c'est l'opinion du staff concernant la hiérarchie des gardiens québécois à l'Académie. Si Batz a déjà, et j'ai doute qu'il l'a déjà fait parce qu'il l'a jamais vu, Crépeau, il l'a jamais entraîné, il était pas au camp. Si il me dit que au niveau potentiel, c'est Pantemis qui a plus de chances de remplacer Bush d'ici 2-3 ans, fine. On perdra pas de temps avec Crépeau. Mais il faut que ça soit ça. Sans ça. Pour toi. Mais non, mais sans Pantemis, ça, dès qu'il était arrivé avec l'équipe première en s'entraînant et en USL pour jouer un peu la place de Crépeau. C'était le futur. Pantemis, il était au-dessus de Crépeau dans la hiérarchie en termes. Dans ces conditions-là,
Excuse-moi, Jérémy. Aussi plus appelé par l'équipe nationale canadienne. Pantémis, il y a eu plus de sélections plus régulières. C'est le secret le mieux gardé à Montréal. Il faut que ça soit ça. Il faut pour le staff, le futur, c'est Pantémis. Parce que Bush, il lui reste quoi? Deux saisons de qualité? Oh, les gardiens, ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Il est en forme, il est en très bonne physique. Peut-être. Mais ce serait vraiment bête de finalement avoir quelqu'un qui sort de l'académie avec un potentiel de titulaire et de le perdre. On a rien encore qui est sorti comme titulaire. Moi, je pense que c'est moins grave que ça, parce que l'Impact n'est pas encore dans ce modèle. Les académiciens, je vais les maximiser pour les vendre, les faire jouer. Ils sont plus dans le modèle. Mais Rémi Garde était embauché avec deux objectifs. C'est débauché de la com. Non, mais je m'en fous. Mais ils l'ont dit. Mais ils l'ont dit. On s'en fout. Mais s'ils nous ont menti, ils nous l'ont dit. C'est comme le 11 millions de taxes perdues, de pertes. Une fois que tu l'as dit, tu l'assumes que ça soit vrai. Donc, il m'a dit que Garde a été embauché pour faire les playoffs, gagner la MLS et développer les jeunes. Voilà. Mais on savait que le contexte montréalais n'allait pas donner ce. Ok, là, il faut laisser les autres parler. Ça devient CCP. Ben, par rapport aux jeunes, moi, j'ai quelque chose à dire par rapport aux jeunes. C'est que, Garde a déjà annoncé que Kinumbe, Bahia, Mathieu Chouanière, ils comptaient en faire des joueurs plus importants pour la saison de 2019. Peut-être c'est de la communication, peut-être c'est vrai aussi. Qui est rentré Mathieu Chouanière à la place de Mancosu, que Vargas. C'est très long sur Mancosu, plus que sur Chouanière. Ok, sur Peut-être, mais aussi c'est le fait il sort américois, puis il sait que Mathieu Chouanière est capable de proposer des choses. Mathieu Chouanière, c'est un gars, il est très très fort. Il est développé par Garde, puis sûrement qu'avec le départ de Fisher, on va vouloir avoir un défenseur de rotation en Thomas Meyer-Giguère. Je pense pas qu'il va passer une autre année en USL. Donc, ça va quand même faire Kinumbe, Bahia, Mathieu Chouanière. De toute façon, il en faut pour les quotas dans la MLS. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Mais des Canadiens, on en a. Tu sais, il y a Piet, Pantémis, Beaulieu, ils comptent pour 2 à eux tout seuls, même s'ils jouent pas. Mais c'est intéressant ce que tu as dit. Oui, parce que hier, on en a parlé au 91.9. Puis moi, mon avis, était beaucoup plus. On a compris, vous étiez en studio. On a compris. Ok, Gonzo, avec Jean Lajoie et Olivier Prête. C'était bien. Il y avait Instagram, j'ai vu ça. Je suis pas jaloux. Et donc, mais c'est drôle parce que ton rant, que pour une fois j'ai écouté, m'a convaincu que c'était une question, c'est plus une réponse inintéressante. Pas la question est légitime, mais c'est vrai que dans le fond, surtout après la saison de Bush, c'est pas comme si on avait nécessairement besoin de. C'est pas le premier débat que je poserais et que je pense et que j'espère que l'Impact sera pas le premier débat qu'ils posent par rapport à leur effectif. Mais je vais pas me contredire parce que c'est enregistré. J'avais dit hier que j'aimerais bien voir Crépeau et que voilà, que pour moi Bush avait atteint un peu à son plateau et que il est très spectaculaire et très gentil Bush, mais il a des lacunes qui dans le jeu moderne d'un gardien qui quand même ont de l'importance. Et un débat du public, votre nom s'il vous plaît. C'est Normand. Petit débat, est-ce que vous pensez qu'on devrait profiter de l'année de Bush et de l'arrivée du FC Cincinnati pour aller chercher le maximum en échange, soit en argent d'allocation ou spot international? Est-ce que tu dis que Jackson va recruter Evan Bush? C'est possible. Tout est possible. Étant donné qu'il vient de l'Ohio, je me dis, grosse année, nouveau club, il y a peut-être quelque chose à aller faire de ce côté-là. Merci Normand. La vraie question, c'est Cincinnati est prêt à mettre combien pour aller chercher Evan Bush? Personne ici a vu des matchs du FC Cincinnati. Personne ne sait si leur goaler il est fort, s'il compte sur lui ou pas. Alors, est-ce que si on nous offre 1 million en tam-gamme pour Evan Bush, ouais, ok, je suis un peu optimiste, mettons, mais même 500 000. Si on nous offre 500 000, c'est quand même faisable. Il y a eu si Edwards valait 400 000, Bush est capable de valoir 500 000. Sur un malentendu, on est capable d'aller chercher ça. Mais après, on va pas faire comme si hier, Garde n'avait pas dit que Bush était son option numéro 1. Donc, ça biaise un peu comme le débat et les informations dont on a à disposition. Il va aller avec Bush. À quel point ça peut coincer sur le renouvellement de contrat? Parce que Bush a indiqué avec sa famille qu'il aimerait avoir un contrat à longue durée. Est-ce que l'Impact va pinailler sur ça? Mais le point normalement est bon. Si par exemple tu as une valeur marchande de Bush qui est intéressante pour le club et que tu convaincs Garde, il est passé à côté de 1 million de Cabrera, alors que non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Le côté de valeur marchande, je l'entends. C'est vrai. Mais l'Impact n'est pas non plus réputé pour ça aussi. Je suis d'accord, mais avec Joël Bas, tu dis Joël Bas, est-ce que tu peux faire des miracles avec Pantémis, Crépeau, Diop et un gardien de Ligue d'enfance? Est-ce que tu peux faire des miracles avec ça? Parce que en termes de jeu de l'Impact, le niveau de l'Impact, je pense pas que c'est le gardien qui bloque leur évolution en ce moment. Mm-hmm. Si c'était un club comme New York City FC, est-ce que Sean Johnson, c'est le gardien pour toi dans ton jeu à la Citizen?
Là, c'est un débat du côté de New York City. Rémi Garde a dit hier à la conférence de presse que il était bloqué au niveau de milieu offensif. Peut-être qu'il serait pas capable d'aller chercher ce qu'il veut. Mais si jamais l'Impact de Montréal se retrouve avec une opportunité d'aller chercher de l'argent pour aller chercher ce milieu offensif avec une solution peut-être inférieure ou peut-être un gambling avec Crépeau, mais avec une plus-value où il se retrouve avec un milieu offensif et un avant-centre de qualité, je suis vraiment loin d'être convaincu qu'il va dire non à cette solution. Mais moi, j'ai espoir parce que la suggestion de Normand est excellente parce que on voit comment les clubs d'expansion qui ont beaucoup d'argent, de terme et gamme, ils dépensent. Et les Avis, ils ont donné beaucoup d'argent pour l'INUN. Donc, est-ce que tu peux faire une surenchère? Il y a la question de contrat aussi. Si jamais il arrive, là, Cincinnati arrive avec un 350 000 de salaire, Montréal va jamais payer ça à Bush. Jamais. Donc, c'est une question de réaction. Exact. C'est une question d'avoir un plan B. Si Bush ne re-signe pas ou si on est obligé de l'échanger parce qu'on a une offre tellement alléchante qu'on va pas dire non, il faut réagir en conséquent. Tu te dis, est-ce que les gardiens que j'ai, ils peuvent m'aider? Sinon, est-ce que je peux recruter un gardien vétéran pour m'aider pour la saison? Alec ou Étienne, dernier point sur Bush. Non, mais compte tenu aussi que Bush est peut-être à son pic, c'est peut-être là que ça pourrait être intéressant de le vendre. Ou c'est peut-être là qu'il y aurait une opportunité aussi de se débarrasser du contrat de Crépeau aussi, qui appartient encore à l'Impact. T'sais, peut-être que le gars il a une valeur aussi, puis c'est peut-être vers là qu'il faudrait se tourner pour faire. Bon, Jérémy est pas d'accord, mais pour se tourner, pour aller chercher peut-être un peu d'argent plus que Bush, parce que à mon avis Bush est peut-être supérieur, puis moi je m'en débarrasserais pas, à moins surtout que Crépeau il doit avoir un salaire de chargé de cours de l'UQAM là. Je pense pas que un bonjour à l'UQAM. Donc mais c'est pourquoi ce débat-là m'intéresse beaucoup plus pour dire Bush on l'échange, ils font de l'argent, donc on a les arrachés des gars d'un change. Mais me dire Crépeau est bon, donc Bush doit te dégager parce qu'il est local. Non, ça marche pas comme ça la vie. Hein. C'est pas comme ça. La chaise n'est pas vide, tu te sors pas dessus. Faut que tu la mérites. Il faut que le staff te veuille. Même si t'es bon, je te veux pas. C'est tout. C'est une question. T'es au mauvais moment, au mauvais endroit. Il faut juste aller voir ailleurs. Et pour Crépeau, c'est important pour lui. Va voir ailleurs. Mais Normand a foutu le bordel avec sa question de Martin Normand pour foutre le bordel. C'était super. Oh non, c'est une excellente question. Stéphanie, t'avais une autre. Oui, on peut applaudir. Oui, j'aimerais juste partager mon Saputo d'or de la saison. Je pense que ça sera pas une surprise pour personne, mais moi, j'aimerais le donner à Piet. Je pense qu'il est under the radar. Tout le monde le donne à Piet, puis je comprends, là. C'est un athlète extraordinaire. Mais Piet, c'est un lion, c'est quelqu'un qui l'a appelé de l'encre de l'Impact, puis je suis complètement d'accord avec ça. Fait que je voudrais juste le souligner. Encre avec un A, pour ceux qui n'avaient pas compris. Oui. Non, mais le bateau, tu mets ça en fond pour que le bateau arrête de bouger. Non, mais voilà. C'est fait en métal. J'insulte personne, mais bon, c'est bon. Puis j'ai l'air d'un foin, j'aimerais aussi revenir. Je sais pas si vous vous rappelez le premier match de l'Impact. On a joué contre le Toronto FC. Et puis leur coach avait dit là à Rémi Garde qu'il fallait qu'il se calme un peu puis qu'il parlait trop aux arbitres, que ça se faisait pas dans la ligue. Je pense qu'ils sont vraiment mal placés pour faire ce genre de commentaires-là. Ma question, moi, je trouve qu'on parle beaucoup d'identité d'équipe. L'Impact n'a pas d'identité. C'est quoi son identité de jeu? Moi, j'aimerais ça savoir de façon réaliste, là, avec ce qu'on sait qui risque de revenir puis ce qu'on aimerait aller chercher. Qu'est-ce que vous voyez comme identité de jeu qui devrait être développée? Ben ça, c'est la faute de Biello quand il arrive avec son PowerPoint et nous parlait de philosophie, d'identité. Avant ça, on n'a jamais parlé de ça. On veut gagner des matchs. Le kick and rush était acceptable. Kick and rush était bien. Puis tout d'un coup, passe à pièce. Donc, mais il y a quand même eu un très très gros changement de la part de Garde quand il est passé à son 4-3-3 point de basse avec Piet en seul 6. D'ailleurs, Piet préfère jouer seul 6 et je trouve que très gros crédit justement à Azira d'avoir su s'intégrer aux côtés de Piet, dans le sens où Piet a besoin d'aide à la récupération de ballon, a besoin d'aide dans l'effort défensif, mais il est un peu à l'ancienne dans sa manière d'aborder le foot et il aime justement être ce seul 6 sentinelle qu'on voit de moins en moins d'ailleurs, comme on a beaucoup de joueurs hybrides capables d'attaquer et défendre, mais seul à la récupération on en voit moins. Mais le moment où Garde a switché en 4-3-3, je pense que c'était peut-être fin mai ou début juin,
il avait trouvé sa formule, et puis là on voit en termes de minutes jouées que c'était fini. Donc, comme si t'étais pas dans ce cas 3-3, t'étais faite pour le reste de la saison. Et il avait avec justement les ajouts de Quincy pour courir un peu plus que Mankosu et d'Azira pour épauler Piet, vraiment trouvé sa formule gagnante. Une équipe qui est plutôt cohérente, je veux dire, comme les espaces entre les lignes sont assez faibles. On va dire, il y a peu d'espace entre les lignes. On avance ensemble, on recule ensemble. Ça, c'est aussi grâce à des gens comme Fanny. Je trouve qu'on met beaucoup de crédit sur Bats pour la saison de Bush, mais je veux aussi en donner beaucoup à Fanny pour la saison de Bush. Bush, parfois, quand on creuse un peu les chiffres, c'est pas aussi reluisant que l'impression qu'on en a. C'est sûr que c'est mieux de ce qu'on a vu. En même temps, c'est pas très difficile, quand on regarde 2016 et autres, mais Fanny rend tout le monde plus gros. Raitala aussi était très très bon comme dans le jeu aérien, et les grosses faiblesses de Bush sont beaucoup moins visibles. Bush, peut-être qu'on lui a demandé d'être un peu moins ambitieux aussi dans la relance au pied, tu sais. Des choses comme ça qui font en sorte que moi Bush, j'ai une évaluation un peu plus, je suis moins choqué qu'il soit pas dans les gants d'or là, comme en fin des MLS, mais je trouve que Garde a fait quelque chose de très très intéressant d'un point de vue tactique. On a une équipe qui est quand même beaucoup plus cohérente. Peut-être que c'est vrai qu'il y a un manque de créativité dans les schémas offensifs. Passe de ball to Piazzi, mais quand on a dit à Taider, tu sais quoi, la récupération c'est vraiment pas ton truc, tu sais, allez, et du fun. C'est une question de choix. Et il a fait des choix, il a fait des risques. Et quand il a pris ce choix-là, genre comme dans l'utilisation de Taider, mais on a vu des choses très intéressantes de la part de l'Impact. Silva, lente intégration, mais finalement bonne pioche, pareil. Je pense que c'est 8-9 passes, Silva. Donc, à un moment donné, c'est vrai que... Malgré ses 3 premiers matchs comme défenseur droit. Oui, c'est vrai. Mais une fois qu'il avait trouvé sa formule, il a pressé le citron jusqu'à la fin, mais tactiquement, c'était quand même assez intéressant. Puis derrière, très solide de la part des... je sais pas, je trouve que j'étais assez... C'est vrai que... Fanny, c'était quelque chose là. Je pense que c'est pas mal le meilleur défenseur que l'Impact n'ait jamais eu là, genre, comme je parle comme ça, mais je crois que il y en a pas un qui a autant performé que Fanny là. Julien ? Non, moi Steph, excuse-moi, mais au même titre que Sofiane qui trouve que le débat des gardiens à Montréal n'a pas lieu d'être, malheureusement, la philosophie, l'identité de jeu, c'est des choses qui n'existent pas. Elles ont juste été inventées par le seul club qui le fait, c'est le FC Barcelone, pour avoir été dans des... Non mais... De façon systématique. Non, mais de pour façon vous expliquer, non mais Steph, pour t'expliquer en gros une identité de jeu, ça ressort des débutants jusqu'à l'équipe Fagnon. L'Ajax, alors. Le seul club. L'Ajax aussi. L'Ajax l'a fait beaucoup moins, mais l'a fait. Beaucoup moins médiatisé. Oui, mais justement le Barcelone a été créé, le Barcelone moderne a été créé par Cruyff, que lui il a pris de l'école hollandaise de Rennes. Exactement. Etc. Donc c'est pas un hasard. Non, j'ai pas dit que ça n'existait pas, mais j'ai dit que c'est simplement un fantasme, qu'il y a personne, il y a aucun autre club au monde à part l'Ajax et Barcelone qui le fait. J'en ai été témoin parce que j'ai été coacher des équipes de jeunes dans un tournoi et j'ai vu que j'ai joué contre des U11 et les U11 jouaient exactement de la même façon que les seniors. Mais c'est incroyable. Tu pouvais même faire jouer un U11 directement en Liga. Tu voyais pas de... C'est très robotisé. C'est robotisé. T'as l'impression que c'est des robots qui font les mêmes gestes que les vieux. Parce que c'est comme ça que tu construis une identité. À travers la répétition. Il y a certains clubs en MLS qui le font. Tu sais, le New York Red Bull, que ça soit le club en USL, que ça soit en MLS, que ça soit avec March ou sans March. C'est toujours le même style. C'est pas quelque chose de hyper compliqué et élaboré. Mais d'une fois à l'autre, les joueurs sont recrutés pour ce style-là. Et quand on remplace un joueur par un autre, c'est pour le même style. À Montréal, non, c'est pas ça. Mais non, attention, parce que il y a une cassure, parce qu'à Montréal, pour vous connaître très bien le travail de l'académie, les équipes de l'académie jouent de la même manière, comme à tout niveau. Après, il y a effectivement une cassure entre l'académie et le monde pro. Important. Mais effectivement, mais ça veut pas dire que parce que l'exemple des Red Bulls nullifie le fait que l'Impact le fait pas. Red Bulls le font. Donc t'as pas d'excuse de ne pas le faire. Et je dis pas par rapport à... Non, parce que je trouvais intéressant quand même, lorsqu'il y a un tournoi international U14, U15 maintenant, je pense, de l'Impact, et quand on voit les CU17 et autres, ils jouent pareil sur les mêmes principes, genre comme de Philippe Lafroy. Et après, c'est vrai que ça se parle pas. À haut niveau, ça s'est jamais parlé entre tous les coachs de l'Impact et l'académie, effectivement, mais il y a quand même une volonté d'avoir des principes de jeu partagés. Mais c'est pour ça que la question, elle est
hyper pertinente. Sauf que à partir du moment où il y a pas cette communication là, ça pourrait être que des choix de formation. Au final, Gard, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a vu que ses premiers matchs c'était merdique et il s'est dit qu'est-ce que je dois faire. Il a simplement changé de formation et il s'est appuyé sur des joueurs de qualité. Mais au final, il y aura pas d'identité de jeu à Montréal ni l'année prochaine, ni à mon avis dans 2-3 ans, à moins, et ça prend du temps, à moins que, comme Sofiane l'a dit au tout départ, que la cellule technique mette tout à plat et qu'on sache vraiment où on va. Sans ça, il n'y aura jamais d'identité de jeu. Qui n'a pas de relégation, de promotion, t'as le temps pour le faire, mais t'as les playoffs qui est aussi une autre façon de diviser les meilleurs des moins bons. Donc à un moment, ça demande du temps et prendre des risques. C'est pas compliqué, tu peux prendre des risques et être compétitif, mais c'est question de vendre le message à l'interne, parce que c'est à l'interne que ça commence. L'externe, on s'en fout. On vous raconte des salades, vous allez acheter des billets, vous n'en achetez pas, mais il faut que le travail continue. C'est pas compliqué et c'est important de prendre ça en compte parce que si Lafroy a une façon de façonner l'académie, il faut utiliser ça. Et si c'est Gard ou quelqu'un d'autre dans le futur, il faut qu'il y ait une structure. Parce que les Red Bulls, c'est une grande institution. La compagnie Red Bulls avec son réseau Red Bulls Soccer, même chose pour le City Football Group, Man City, Sydney FC, l'équipe en Afrique du Sud, Giron, maintenant New York City FC. C'est pas un hasard. Ils font ça pour gérer les ressources ensemble, pour maximiser les ressources en même temps que l'empire soccer médiatique industriel de ces clubs-là, de ces entités, soit cohérent à travers tout. Parce que c'est une question de répéter les mêmes processus. C'est moins cher en termes de temps, en termes de gens. Donc tout ce à faire, c'est juste faire du copier-coller dans la réalité de la ligue. New York City FC sont dans la réalité de la MLS, ils ont les mêmes règles. Oui, ils ont plus d'argent pour dépenser, mais ils ont les mêmes règles, le même arbitrage, le même VAR. Donc à un moment, l'impact est fautif dans ça. Et même avec le fameux staff de Biello qui était lié à l'académie, il n'y avait aucune synergie avec l'académie sous Biello. Et ça, c'est une question de choix du club pro. Il y a une coupure entre l'académie et le club pro. Et les académiciens en ce moment, ils font quoi? Ils vont à un NCAA. Eux, ils voient que je peux pas jouer, je suis pas assez bon, ou même si je suis assez bon, je trace pas le qui pro de me prendre, je vais aller jouer au collège américain, avoir une éducation et au pire, je vais drafter en MLS. Au pire, j'aurai une chance peut-être. Mais pour le moment, je m'éduque et si je suis pas une superstar UP, je vais pas avec l'impact. Donc, il faut que le club aussi prenne ça en compte. Mais la question est très pertinente. Pour revenir à ta question, justement, Steph, effectivement, je pense que c'est vrai que le mot philosophie, identité, d'un point de vue complètement institutionnel, est lié à très très peu de clubs. On peut les fouiller, mais on va les compter sur les doigts d'une main. Maintenant, ça veut pas dire que ton 11 a une manière d'aborder les matchs, une manière de jouer. Et je trouve que sur ça, Gard a été à des années-lumière de tout ce qu'on a pu voir à Montréal par la suite. Et à la blague, je parlais de Biello et son PowerPoint. Un des problèmes de Biello, c'est d'une parée de possession et d'un type de jeu, alors que l'Impact jouait complètement à l'inverse de ce type de jeu-là. Et en toute honnêteté, c'est pas quelque chose qui personnellement me dérangeait. Moi, être en bloc bas, aspirer l'adversaire, puis exploser en contre, j'ai pas de problème avec ça. J'avais plus un problème lorsque j'arrivais dans les vestiaires et je parlais aux joueurs, ah oui, on a contrôlé le ballon. T'es sérieux? Genre, tu veux que je te montre les chiffres? T'as pas fait ça, mais c'est pas grave, c'est correct. Genre, comme il y a plusieurs manières de jouer au foot, sauf que on sort on commence un peu à respirer un peu de l'air post Pep à Barça, et qu'on comprend qu'il y a différentes façons de jouer au foot. Hein. Comme il a tellement imprimé quelque chose de très très fort dans le monde du foot qu'on a cru que ça c'est la seule façon de jouer au foot, et que si tu fais pas 50 000 passes comme avant de marquer un but, tu joues mal au foot. Donc et il y a des personnes comme Biello qui se sont dit moi je vais faire ça avec des joueurs qui sont très très loin de pouvoir le faire, et c'est vrai que ça crée une incohérence. Maintenant, Gard, équipe solidaire, il voulait des buts de n'importe où et les a eu. Je pense qu'il y a 5-6 défenseurs qui ont marqué des buts. On a vu plus de buts en dehors de la surface de réparation, on a vu plus de buts sur attaque placée, on a vu enfin des buts sur coup de pied arrêté. On a vu des choses différentes, et on a vu une équipe qui travaillait aussi à la perte de balle. Donc on a vu des choses. C'est certain que vu qu'il a géré 14 joueurs, en tout cas pour lui, dans sa tête, il y a 14 joueurs dans l'effectif. Il n'a pas pu toujours avoir les résultats escomptés, mais très 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 en termes de façon de jouer, l'Impact c'est grandement amélioré. C'est même pas comparable. Tu peux commencer facilement avec le recrutement, le type de joueur et le type de style, l'intensité, parce que tu vois, Azira, Piet, Tyler, Piatti, Sylvain, ils ont en commun l'intensité de jamais arrêter. Oui, ils ont des moments faibles, oui, ils récupèrent mal, oui, ils capent pas ses tirs. Mais à un moment, il y a une sorte de façon de jouer qui a un minimum repris dans le foot. C'est l'intensité, l'impact.
Tu vois un match de Ligue 1, un match de Ligue des Champions, la différence c'est l'impact. On se rentre dedans tout le temps, ça court tout le temps. T'as pas le temps de réfléchir. Higuaín en Europa League, en Columbus en Europa League, il aura pas le temps de faire une passe parce que le niveau est différent. Et ces joueurs-là existent et peuvent venir en MLS et peuvent aider. Mais ça demande de l'exigence du staff qui dit j'ai besoin de ça. Et quand vous venez, vous allez me donner ça régulièrement. C'est pourquoi Duverne il est en train de les faire courir tout le temps. Là, tu viens d'expliquer pourquoi Vargas va partir. Exactement. Justement, Vargas, on voit complètement. Ça se voyait que Vargas n'avait pas d'affaire dans l'11 partant. On avait l'impression de jouer à 10, puis on attendait un coup franc et. Ça c'est un solide gelard d'un foin collectif. La fameuse. C'est le futur numéro 10. Oui, mais le mantra qu'il y a eu pendant un mois de temps où on justifiait sa présence par le possible coup franc en fin de match. C'est le même concept du gardien. On a un gardien qui est meilleur, on le change de gardien. On était dans une illusion collective, ben oui. là. C'était. Mais le match contre New York FC où il met un superbe coup franc. Il avait été, c'est Red Bulls ou New York? Ouais. Il était nul. Oui. Avant le coup franc, il était nul. Puis après, il a été pas mal nul aussi. Il y a un match au Stade Saputo, il marque un but magnifique, mais il était nul, il était pas présent. Sur une passe de Piette. Genre comme, pareil. Et c'est vrai que, à ce moment-ci, ouais, mais il a marqué. Ok, c'est vrai que c'est la chose la plus importante dans le foot. Non, il est jeune. Oui, exact. Mais nous aussi, les partisans, on faut qu'on soit un peu plus sévère envers nos joueurs, envers le staff. On peut pas tout justifier avec un geste, être content parce que Ryan Edwards a réussi un truc qu'il va tenter 100 fois, il a raté 99 fois. Il faut que nous, on soit exigeants envers le staff et envers les joueurs. Tu peux pas critiquer l'équipe par un manque de philosophie et pendant ce temps-là justifier des joueurs qui sont nuisibles collectivement. Mais Omanga a été conséquent dans le sens, même avant sa blessure à Vargas, il a vu qu'à un moment c'est bon, ça marche plus, t'es plus dans mon 11 parce que tu ne sers à rien. Donc il avait une transition, mais la blessure l'a aidé beaucoup à justifier ce choix aussi. Il faut avouer. Mais ça revient au style que tu veux. Il faut que tu l'imposes à travers tout ton staff, tout ton effectif. T'as pas le choix. Sinon, sinon ta saison est finie à l'avance. C'est pas compliqué. Si t'as pas d'attaquant pointe qui est capable de courir un minimum et garder le ballon, bah, tu joues à 10. T'as Vargas, tu joues à 9. T'as Dehors, tu joues à 8. Tu fais quoi après? T'as Camacho, tu joues à 8,5. C'est grave, ça. C'est grave. Et puis, il faut se poser la question, comment est-ce que Gard va pouvoir survivre avec sa gestion de son club, de l'organisation au-dessus de lui, pour pouvoir survivre l'année prochaine? Parce que si c'est la même chose l'année prochaine, il n'y a pas d'attaquant, puis il n'y a pas de milieu, troisième milieu de terrain, là, ça va être la même chose. Quoi, Piatti va marquer 25 buts, Taider 12 et Piat 6, c'est ça la prédiction? À un moment, il faut pas abuser. J'aimerais un peu vous entendre sur le hors-terrain. Comment avez-vous trouvé justement l'ambiance dans les tribunes, tout ce qui a entouré les supporters, genre comme je trouve, moi personnellement j'ai trouvé que c'était assez intéressant, qu'on avait vraiment vécu une belle saison. Puis moi j'aimerais vous entendre à ce sujet-là, du monde des supporters. On a quand même quelques détenteurs de billets de saison. Étienne, ouais, on a Alec qui est en 132, ouais. Jérémy, toi t'es en 101. Donc par rapport à justement cette expérience supporter, comment vous voyez 2018? Oui, ben moi c'était ma première année 132. J'étais 131 habituellement avec Alec. Puis on a été bougé. On s'est fait dire d'aller à notre gauche. C'est une expérience. J'ai bien aimé l'ambiance. Honnêtement, je pense que dans le coin des Ultras, on se mentira pas. Là, ça crie beaucoup, ça chante beaucoup. On est tout le temps sollicité, tout le temps debout. Non, une belle saison. Et puis. Notamment, justement, je crois que c'était le dernier match contre Toronto. Ça a été un match, surtout en début, on sait que c'est le dernier match de la saison, puis on se doute pas mal qu'on fera pas les séries là où on essaie d'encourager l'équipe à pousser. J'ai senti qu'il y avait vraiment de quoi qui se passait à ce moment-ci de la saison, puis à ce moment-ci du match. J'ai vraiment aimé mon expérience. L'année prochaine, cependant, on va bouger, puis on va aller en 114 avec ma gang. On va aller essayer de voir d'autres. Alec est déçu. On va aller voir autre chose un peu, puis on va aller se promener un peu dans le stade. Dom, du côté 127, les tailgates sont devenus un petit peu de plus en plus un rituel, un rendez-vous. Comment t'as senti cette année d'un point de vue supportrice? Moi, je suis un peu mitigée par rapport à ça. Oui, il y a eu des beaux moments, le dernier match entre autres, mais je pense que le club avait fait des efforts justement pour. Il avait dit que c'était le match pour les supporters. J'ai beaucoup aimé cette attention-là parce que, si tu veux pas, nous, on est l'identité du club et l'image du club, c'est beaucoup les supporters. Puis
tout le monde le sait, quand on parle de l'Impact, quand les gens parlent de leur expérience au stade, ils vont tout de suite dire « Hey, la 114, c'est le fun. Hey, la 132, c'est le fun. Hey, la 127, vous faites de la belle job. » Effectivement, les tailgates commencent à prendre de l'ampleur pour nous, puis nous, on l'a jamais caché, là. Nous, ça fait depuis 2011 qu'on en fait. Ce qu'on veut, c'est avoir une ambiance tailgate avant les matchs. C'est très important. Nous, on sait que le club pousse beaucoup pour que la fête soit dans le stade, mais nous, on pense que la fête autour du stade est aussi importante. On met beaucoup d'emphase là-dessus. On est content aussi que la 1642 embarque de plus en plus dans nos tailgates. On veut pas de compétition là-dessus. On dit tout le monde est bienvenu. Moi, j'ai encore sur le cœur ce qui s'est passé avec la 131 qui sont fait dire une fois leur billet de saison renouvelé que la section était plus une section supporter, que c'était une section à siège réservé et ils sont fait envoyer la police et le staff de sécurité à un moment donné pour se dire pour dire en plein match, et c'était le mois des supporters et le match des supporters, et c'est le match que l'Impact a choisi pour aller les asseoir. J'ai trouvé ça épouvantable. C'est vrai, hein? C'est la force de l'Impact dans des moments importants et calmes. Ils sont clutch pour ça. Il faut leur reconnaître. Ils se créent leur propre buzz. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça a réveillé beaucoup de monde, et la bonne nouvelle, c'est que la 131 a pu négocier avec l'Impact. À partir de ce moment-là, ils sont sortis dans les médias de toute façon, et ils ont pu négocier un statut le bas de la section est redevenu supporter. Fait que moi, j'ai comme l'impression que on est encore comme un mal nécessaire pour l'Impact. Ce qu'ils veulent, c'est ils veulent remplir des sièges, ils veulent que du monde vienne au match, mais je sais pas s'ils comprennent l'importance que les supporters peuvent avoir. On est l'image de la Ligue. Alors, j'ai aimé certains matchs, mais j'ai pas l'impression encore que l'Impact comprend notre importance puis est prête à nous donner l'importance. Elle veut encore beaucoup. Je vais juste vous donner un exemple. La 1642 se sont démenés pour avoir une cloche. Ils l'ont payée, ils l'ont installée. Et on entend encore le foutu Chelsea Dagger à chaque fois qu'il y a un but de marqué, alors qu'on a une cloche qui a été installée par des supporters. C'est là où il y a quelque chose que l'administration n'a pas encore compris. Ils contredisent avec le message qui pousse vers la Ligue. On est joli, on est beau, mais en même temps, non, on va contrôler, on va mettre du coopératif, et que on vous traite plus comme des clients que des supporters à la fin. Absolument. Puis nous, on se considère pas comme des clients. Nous, on est là, comme on dit souvent, on est là. L'Impact perd 10 matchs en ligne, on est là. Il fait moins 32, on est là. Il fait 32 à l'ombre, on est là. On est là quand il mouille. L'Impact en gagne 3 de suite, on est là. On est là tout le temps. On est là pourquoi? On est là parce que on aime le club, on est là parce qu'on aime notre équipe, on est là parce qu'on aime le foot, et il faut en prendre compte. On n'est pas des clients. Moi, ça fait depuis 2012 que j'ai mes billets de saison. Puis on a eu des saisons de merde, et j'ai continué à supporter mon club. Je suis pas une cliente, moi. J'aime mon club, puis je suis dans une section supporter parce que, justement, je considère que c'est ma façon à moi de vivre mon club. C'est dans la section supporter. Merci. Juste rajouter un commentaire par rapport à ce que Dominique vient de dire. Ouais, j'ai d'ailleurs eu une conversation à ce sujet-là avec elle avant le début de l'épisode. Tu es socio du Barça maintenant, Dominique? Non? Ok, on vérifie. On s'est pas rendu là. Mais moi, je pense que l'Impact aurait un peu intérêt à suivre le modèle de qu'est-ce qui se fait un peu en Europe, c'est-à-dire d'essayer de confédérer les groupes de supporters et d'avoir justement un organe du club qui prend du temps pour s'asseoir avec les supporters et avoir vraiment un dialogue avec eux et organiser des activités avec eux et vraiment être à l'écoute de leurs besoins à la place de, comme elle dit, de réagir. Exactement. Tu sais, des réunions. Je donne un exemple par rapport à ce que moi je vis avec le Barça, disons. Pendant l'entre-saison, on a eu une conférence panaméricaine avec plusieurs vice-présidents qui se sont déplacés à Dallas. Et il y a eu des présidents de groupes de supporters partout en Amérique du Nord qui sont assis et qui ont vraiment eu l'occasion d'exposer leurs besoins au club. Et le club a réagi et on est encore en train de vivre les conséquences de ça. Fait que je me dis... On parle de l'Impact de Montréal. Tous les groupes de supporters sont à Montréal. C'est facile pour ces groupes-là de se présenter au Stade Saputo, de s'asseoir avec des employés du club, avec des dirigeants du club
et de vraiment avoir cette conversation-là avant que des décisions soient prises. Oui, je vais peut-être rejoindre un peu le point de dire que l'Impact aime mieux avoir des clients que des partisans. Moi, je suis en 104 depuis 9 ans déjà. Et puis, on appelle la section des riches parce que c'est les billets les plus dispendieux. Je suis d'accord d'un point de vue que la plupart des personnes qui achètent ces billets-là, c'est des billets de compagnie. C'est des billets de gens fortunés qui donnent leurs billets à des personnes qui connaissent plus ou moins. Par expérience, à chaque match, la rangée où je suis assis va être vide. Les 2-3 rangées en avant ou en arrière, il n'y a pas beaucoup de monde. Et dans quelle section déjà, excuse-moi? En 104. 104. Et puis, même l'année prochaine, par contre, je suis obligé de déménager en 103 parce qu'on augmentait encore là, le prix des billets. Depuis le début, depuis 2009, le prix de mes billets ont quadruplé depuis l'entrée là, de l'équipe en MLS. Donc, à un moment donné, je suis partisan, mais il y a une limite aussi, là. Et puis, je veux dire, il y a toutes sortes de partisans. Moi, cette année, j'amène mon grand-père qui est allé il y a 2 ans. Cette année, ça va être son 100e anniversaire. Et puis, on va célébrer ça là, au Stade Saputo. Mais justement, j'ai une question à tous ceux qui achètent des billets. C'est que, Moi, en tant que média... non, j'ai pas dit média, parce que j'achète pas des billets de saison. J'ai acheté peut-être en moyenne 2 billets et demi par saison. Mais j'ai une fois pour moi, une fois pour des amis ou la famille, sur la famille, mais c'est pour dire, à la base, tous les ultras, les supporters, tout ça, à la base, vous êtes des clients. À la base, vous payez, il y a une transaction. Comment on fait pour vivre avec l'identité client et supporter? C'est comment on fait pour vivre avec ça? Parce qu'à la base, vous payez, donc vous êtes un client pour le club, c'est une transaction monétaire. Comment on fait pour vivre votre statut de supporter, l'âme que vous avez, vous aimez le foot, et que le club va comme ratisser large pour chercher tout le monde, mais vous vous sentez un peu dépaysé, on est là, on n'est pas là, on nous écoute pas, on quadruple les prix, il y a une cloche, mais tu sais, il y a tout ça. J'ai l'impression comment on fait pour vivre ça, puis à l'interne. Ce que j'ai l'impression, c'est que l'Impact a pas le côté marketing. Comme on disait tantôt, il y a différents clubs qui vont aider leur groupe de partisans. Moi, ça fait des années que je leur dis, prenez un exemple, les Alouettes. À chaque année, il y a un match à Toronto, il y a un train qui est affecté pour les partisans. Tout le monde va ensemble voir le match à Toronto. Et puis, à chaque fois que j'ai dit, ça serait bien d'avoir un match à l'extérieur, d'organiser quelque chose, je me suis dit, je me fais dire, c'est tout le temps 1642 ou Ultra qui organise des voyages. Nous, on fait rien pour ça. J'ai comme l'impression que Montréal pense qu'ils sont un club plus gros, comme on disait tantôt, comme Barça, qui n'a pas besoin d'organiser des choses pour leurs partisans parce que c'est tellement gros qu'ils vont le faire eux autres mêmes. Oui. Il faudrait qu'ils commencent à la base à embarquer le monde, puis ensuite de ça, quand ça sera assez gros, de pouvoir le faire de manière naturelle. Vas-y, Abdou. Oui, justement pour rebondir, je pense que Merci Normand. À un moment donné, l'Impact avait offert, je pense, à ses membres de saison exactement, de leur payer le billet pour le dernier match contre New England, c'est ça qui s'est passé, oui. C'est ça. Donc moi, ils pourraient justement continuer cette tradition. Oui. Par exemple, pour les matchs contre Toronto au BMO Field ou justement contre la Révolution ou à New York, au moins pour donner un genre de contact avec les supporters, ceux qui veulent vraiment y aller pour dire nous on est là pour vous. On va vous aider pour aller voir le match, aller supporter notre équipe à l'extérieur. Donc moi, je pense qu'ils pourraient continuer justement sur ce qu'ils avaient fait contre la Nouvelle-Angleterre. Oui, c'est vrai. En plus, après, ça fait des très belles histoires. Il était très content de récupérer le membre de 1642, ce dont son prénom m'échappe. Sébastien Seb, qui avait fait tous les voyages. Hashtag fan fini, on met le logo de BMO. Alors que est-ce que ça vous dérange ça BMO, fan fini, est-ce que ça vous dérange? Moi, j'ai vu comme commercial. Je trouve ça oui, un petit peu dérangeant parce que comme tu sais, il l'a fait d'une volonté personnelle et de sa passion pour le club. En tout cas, c'est ce que moi j'avais compris. Et ça devient un petit peu ambigu à la fin où par BMO pour le faire. Ça laisse la place à se poser la question et selon moi, c'est une insulte à son initiative de son défi de se dire je vais vous voir tous les matchs de l'Impact sur la route. Donc c'est dérangeant ce titre-là.
c'est des gens, parce que pour moi, voilà, l'hashtag FanFini, c'est les pubs un peu bizarres entre Piatti et la vendeuse d'hypothèques. Donc là, tout d'un coup, mettre ce fan-là, je trouve qu'on est en plein dans ta question sur cette espèce de spectrum entre clients et supporters, et on est d'abord un supporter avant de devenir un client, puis après on est un client. Donc c'est quelque chose qui est très très particulier, que j'ai du mal un peu parfois à saisir. Dom, je te vois, je prends le micro d'Abdou, j'aimerais que tu réagisses sur ça. En même temps, je pense que les groupes de supporters veulent garder une certaine indépendance. Puis, parce que souvent, moi, on se fait poser la question par des gens qui sont un petit peu moins connaissants, qui disent, est-ce que vous êtes payé par le club? Non, on n'est pas payé par le club. On tient à nos propres initiatives. Alors, c'est toute la question, c'est comment on gère ça. C'est-à-dire, tu veux supporter ton club selon ta propre philosophie. Et puis là, il faut que tu tiennes en compte qu'il y a des règles à suivre lors des matchs. Bon, pas lancer des objets sur le terrain. Bon, il y a toute la question la question des fumigènes, par exemple. Juste la négociation des fumigènes qu'on a eu nous la 127 et la 1642, ça a été une grosse épopée, et ça a créé des frictions avec les clubs de supporters comme les Ultras qui disaient que on était quasiment des traîtres mais nous, on s'est dit, notre philosophie, c'était de dire, nous, on trouve ça cool de pouvoir craquer des fumis puis de pas se faire sortir. Et c'était drôle parce que les fumis qu'on avait eu la permission d'utiliser la première année, ça s'est avéré des fumis extrêmement irritants et c'était même dangereux. C'était marqué sur la cartouche, et on a réussi à renégocier une entente où on utilisait des fumis, ceux qu'on avait l'habitude de rentrer en contrebande pendant 2 ou 3 ans. Alors, les bons vieux fumis qui puent, là, nous, on les a utilisés, on les adore. Alors, c'est ça. Ce qui est difficile à gérer, c'est notre indépendance, notre autonomie en tant que supporter, et en même temps, toute la question de, la sécurité, faire comprendre aussi que notre présence est importante, parce que nous, on avait des problèmes avec ce qu'on appelait les touristes, là. Les gens qui ne comprenaient pas qu'on était avec des drapeaux, puis des ci, puis des ça, puis ils nous trouvaient bien dérangeants. Ça nous a tout pris pour que notre section soit bien identifiée comme supporter, parce que souvent, pour des matchs très importants ou des matchs où c'est des matchs premium, là, on se ramassait avec des petites familles et puis des gens qui étaient pas habitués. C'était leur premier match, et puis là, ils comprenaient pas qu'on était avec des drapeaux, tout ça. Puis là, ils venaient nous voir en disant, mais là, qu'est-ce que vous faites là? Asseyez-vous, là. Et nous, on leur disait, écoutez, c'est pas de notre faute là si vous êtes ici. Je dis, c'est le club qui a pas fait sa job en vous disant que vous êtes dans une section supporter. C'est à eux qu'il faut vous plaindre. C'est pas à nous. Nous, ça fait, et je me souviens, ça faisait des frictions. Et les mecs disaient, mais nous autres, on paye pour être assis. Mais nous autres, on paye pour être debout, monsieur. Nous autres, on a négocié pour être debout. Est-ce que j'ai l'impression que ce que tu dis là, t'as pas eu la chance de le dire au club? Tous à ce niveau de détail-là. Ils le savent. Ils le savent, mais ils écoutent pas. Ils lisent les réseaux sociaux. Ils se plaignent d'ailleurs qu'on se parle sur les réseaux sociaux. Toute la question de l'augmentation des billets de saison, il était à furax quand c'est sorti sur les réseaux sociaux. Mais à quoi ils s'attendaient? Ils nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est clair. Mais il y a pas le réflexe, comme disait Normand, de venir nous voir. Pas Normand, mais Mike, en fait, ce qui manque, c'est que comme Michael disait, et de négocier des choses. D'être proactif à chaque fois avec vous, il vous dire, vous encadrer, vous aider entre guillemets. Ils nous mettent devant un fait accompli, ou alors c'est la répression, ou alors c'est ils s'occupent de nous. J'ai une question parce que attends, j'aimerais que Nilton rebondisse un peu dessus. Parce qu'on oublie quand même que Nilton est détenteur de billets de saison malgré comme sa visibilité médiatique. Moi, je suis quasiment le correspondant tout seul. Ça compte pas. Mais depuis tantôt tu parles, Dominique, de discuter avec le club, mais c'est qui exactement avec qui vous discutez? Est-ce que vous faites les premiers pas envers le club? Est-ce que c'est le club qui vous approche? Vous parlez avec qui? Ça se passe comment exactement? Moi, je suis pas vraiment dans les officines, mais je sais que les discussions, c'est souvent difficile parce que le staff change souvent. Donc, tu vas te ramasser avec des gens qui sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe. Il y a un gros roulement à l'Impact. Mais à un moment donné, il faut que le club se rende compte qu'ils peuvent pas nous dire non, vous avez pas le droit de faire ci, vous faites pas ça, puis utiliser nos images pour mettre dans la publicité pour dire venez voir le club, c'est le fun, venez voir l'Impact, c'est le fun, regardez ce qui se passe dans les estrades, c'est la fête. D'où que ça met en relief ce dont Mike parlait, de dire qu'il faudrait qu'il y ait
un organe du club qui soit chargé de la discussion avec les supporters pour bien organiser ça puis éviter la différence de discours entre les différents partis. Puis une autre chose aussi que je voulais dire sur les partisans vite fait, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une meilleure communion entre les différents groupes de partisans qu'il y avait les années passées. Souvent, les années passées, on avait des espèces de situations semi-conflictuelles où t'avais les 1642 qui avaient le droit d'avoir des fumigènes, les ultras avaient pas le droit, là, ça faisait de la chicane. Ouais, non, moi, je suis un ultra, je pense de telle façon. Moi, ça me dérange pas de dire au club la façon dont je pense, d'envoyer chier des membres de l'administration pendant X ou Y match. Puis les 1642 qui étaient, mettons, plus soft, qui essayaient plus d'avoir une relation plus saine avec les dirigeants du club. Puis je trouve que c'est une situation qui s'est beaucoup corrigée cette année. Les supporters ont pas eu trop de problèmes avec l'administration, à part la 131, mais tu sais, il n'y a pas eu de problème de fumigène, pas eu de problème de eux ont le droit, eux ont pas le droit d'avoir des drapeaux, des tambours, etc. Donc ça, je pense que c'est positif. Je peux pas dire à quoi c'est dû. Est-ce que c'est les ultras qui sont rendus plus carreaux sur les règles qu'ils l'étaient avant? Est-ce que c'est le club qui est plus flexible? C'est sûrement un peu des deux. Mais ouais, ça, je pense que c'est quelque chose de positif de voir aussi les deux groupes en déplacement à Vancouver, à New England, donc les fans de 642 et des Ultras qui étaient ensemble, qui célébraient dans le fond la même passion. C'est le but de n'importe quel groupe de supporters, c'est de célébrer la passion d'une équipe, peu importe la vision des choses qu'on en a. Pour revenir à ce que tu disais, Jérémy, je pense que c'est plus les Ultras qui se sont mis plus en carreau, comme tu disais, de l'Impact que l'inverse. Là, je pense qu'ils pouvaient avoir des fumigènes tous les matchs, ils le feraient. Et moi, honnêtement, j'adorais ça. J'étais dans les Ultras en partie pour ça. L'ambiance, c'est pas seulement les chants, mais justement les fumigènes à chaque but et tout. Tu sais, quand j'étais petit, quand je regardais le soccer, c'était ça pour moi, tu sais, l'ambiance dans le stade. Et là, j'ai trouvé ça un peu plus plate, pour peut-être revenir à ce qu'Étienne disait aussi. Oui, quand ça allait mieux, quand on gagnait plus de matchs, évidemment, il y avait plus de monde dans les Ultras, mais c'était plus vide. Tu sais, il y a deux sections dans les Ultras. Il y a ceux qui sont debout, qui chantent, qui sautent tout le temps, et ceux derrière qui regardent le match les bras croisés. Et il y en avait beaucoup plus, en fait, qui étaient debout, bras croisés que les années d'avant. Et je pense que justement, le fait qu'il y ait moins de fumigènes, qu'il y ait moins de gros tambours, gros drapeaux, ça l'a occasionné ça. Est-ce que ça dérange de voir, par exemple, Orlando qui a fait une section freestanding, où vous voyez Portland, que t'as l'impression que c'est tout le stade, c'est quasiment des ultras, là, les Timbers Army, etc. Est-ce que vous dites pourquoi on n'a pas ça? Ou est-ce que vous dites c'est normal parce que l'arrêté Morales fait que, on n'a pas ça parce qu'on gagne pas, parce qu'il n'y a pas une culture une culture vraiment dans l'ADN de je pense surtout ville. ça me dérange pas, ça me donne, je suis peut-être un peu envieux d'eux par contre, là. C'est sûr, c'est surtout Portland et tout, c'est magnifique. Mais tu sais, même quand tu regardes par exemple le Canadien de Montréal ou ça, il y a pas le monde est souvent très réactif à ce qui se passe devant eux. Et je pense que l'Impact, c'est un peu ça aussi. Je pense que les Ultras et les 1642 font un gros, et les autres groupes, en fait, font un gros travail pour changer ça. Le tifo des 1642 était extraordinaire, là. Je pense que ça s'en vient aussi. Mais, comme tu dis, il faut gagner aussi, là. Il faut que ça soit rempli, il faut que le monde soit dedans. Quand l'Impact, il cherchait le but à la dernière minute, quand le vide s'est marqué, là, tout le stade chantait avec les Ultras et c'était magnifique, là. Il y avait comme une union. Et ça prend des moments comme ça. Ça prend des buts de Porter en les CONCACAF, des choses comme ça. Et ça va venir, je pense. J'espère, en tout cas. Non, très bon point. C'est vrai que c'est assez intéressant de... Tu sais, souvent, on va regarder le top du top en termes de supporters. Et parfois, c'est circonstanciel. Je veux dire, Orlando, on en faisait beaucoup l'an passé. Cette année, je trouve qu'il y a c'est assez ordinaire. LAFC, pareil. Donc, comme ça vient d'arriver, on trouve que tout est parfait chez eux. Ben, on verra au bout d'une année, 2 années, 3 années. Mais je pense que Atlanta, pareil. C'est sûr que si à l'Impact, on faisait des records de saison pour avoir le Supporter Shield, je pense que ce serait la folie pareil. Donc, je pense que les exemples complètement hors normes, Portland. C'est vrai. Après, dans la Ligue, moi, je pense pas qu'on aurait eu un match de série et puis on aurait les tribunes vides comme on a vu du côté de Dallas, c'est ça? Genre comme, oui, Dallas. Ouais. On peut dire beaucoup de choses sur Montréal, mais je pense que les gens seraient présentés. Donc, c'est beaucoup moins pire qu'on pense. C'est pas aussi grave qu'on pense, mais c'est plus le contraste. Exactement. On voit les billets de saison, ouais. Portland, Cincinnati, dit mais pourquoi l'Impact fait pas ça? C'est facile de dire ça, je suis d'accord. Mais c'est plus que alors que la Ligue évolue, ça fait mal à chaque fois. Et c'est bien, c'est bien, mais il y a quand même de vouloir se comparer uniquement
à ce qui se fait de mieux, de chez mieux, ben, généralement, tu vas être déçu. Ouais. Donc, il faut un peu plus de recul parfois sur le reste de la ligue et se dire, ben, écoute, non, je joue pas dans un stade de baseball. Il y a quand même relativement du monde qui vient. On est dans une moyenne assez acceptable. C'est proche d'un métro. On est capable de vendre beaucoup de billets individuels. Peut-être le défaut de l'Impact, ils doivent beaucoup travailler, c'est vendre des abonnements de saison. C'est vrai qu'on devrait en avoir bien plus. Et le marketing, surtout le marketing, parce que je pense que c'est ça qui fait des fois l'Impact. Parce que si tu veux vendre des billets de saison et plus large des billets généraux, il faut que tu aies un bon marketing parce que oui, on voit des affiches, surtout quand la saison commence pour dire venez voir nos matchs. Il manque quelque chose pour vendre le produit et c'est peut-être ça qui va faire en sorte que tu vas avoir plus de supporters dans ton stade à chaque match. Donc, sauf que le marketing pour Joey, ça coûte cher et il est pas convaincu que ça rapporte. Dans un contexte où il essaie de récupérer de l'argent le plus possible, un contexte de rentabilité, c'est pas anodin là qui est sorti public pour parler des chiffres puis sortir son 11 millions. Une campagne publicitaire là, c'est dans les 7 chiffres là. Et $1 million, c'est compliqué là à faire à rentabiliser. Donc, tu sais, oui, je comprends ton point, mais si je me mets si j'étais propriétaire, je suis vraiment pas convaincu que j'achèterais des panneaux puis je ferais une campagne télé ou quoi. C'est parce que vendre du sport, c'est pas comme vendre des yogourts, là. C'est quelque chose d'autre, là. C'est plus compliqué. J'aimerais vraiment comme rebondir sur ça. Et je profite du fait qu'il y ait des supporters, des gens qui achètent des billets de saison, qui soient là, sur cette notion du marketing. J'ai vraiment beaucoup de misère à penser que des campagnes publicitaires ou la présence d'un VP, je suis ami avec Hugues, qui était l'ancien VP marketing, j'ai vraiment du mal à penser que c'est ça qui vous ferait acheter des billets de saison. Pas des tickets individuels. On peut être très influencé par comment voir des publicités et dire je vais prendre un ticket. Mais un billet, c'est le marketing, la corrélation entre marketing et billet de saison. J'ai plus de mal et j'aimerais que justement vous en tant que supporter, vous essayez de m'expliquer en fait quel type de campagne, comme est-ce qu'il y a des messages, des trucs sur Instagram qu'on dirait qui ferait moi je vais devenir détenteur de billets de saison de l'Impact de Montréal versus juste au moins l'expérimenter une fois et se dire que peut-être que j'aimerais comme l'expérimenter à l'année longue. Et ça, c'est pas vraiment du marketing pour moi là, mais j'aimerais vraiment vous entendre sur ça. Faudrait d'abord qu'on ait un président qui a un message positif à dire. À chaque fois qu'il sort dans les médias, c'est pour dire quelque chose de négatif. Tu vends pas des billets de saison si tu dis que ton stade, c'est une vieille Reagan, que tu fais pas d'argent, que ton MVP, il coûte cher puis que tu pourrais avoir 2 jeunes joueurs pour le prix d'un. Alors que si tu viens au stade, c'est en particulier pour voir ce joueur-là. C'est première des choses, ayez un message positif. Deuxièmement, je pense que moi, quand les gens me posent la question pourquoi tu prends un billet de saison, c'est justement que moi, j'aime suivre mon club sur une longue période et il faut du bonus à tes billets de saison. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Bon, d'abord, mon billet de saison, moi, il me coûte pas cher. Je considère que au prix que je paye, je pourrais même pas voir un match du Canadien avec ça. Là. Mon char est même pas stationné en dessous. Là. Et puis j'ai pas mangé ma pizza, puis j'ai même pas bu ma bière. Puis moi c'est ce que ça me coûte pour 17-18 matchs locaux. Donc, c'est pour ça que je prends des billets de saison. J'aime être au stade. J'aime le stade. J'aime l'ambiance du stade. C'est un beau stade. C'est un stade, il est pas parfait, mais c'est un petit stade c'est un stade à l'anglaise. C'est un stade convivial. C'est pas une grosse machine. J'aime voir un match avec des amis. J'aime voir un match avec un groupe. Moi, là, c'est ma sortie de la semaine. Moi, je sais que je vais voir mon chum un tel, ma chum une telle là, qu'on va avoir du plaisir au match, qu'on va passer 90 minutes ensemble, qu'on va avoir du plaisir dans notre section. C'est chez nous, c'est pratiquement mon salon, ma deuxième maison. Et c'est pour ça que tu achètes des billets, c'est parce que le stade doit devenir ton deuxième chez vous. C'est plus intéressant que regarder un match à la maison. C'est peut-être un petit peu moins confortable, mais c'est plus intéressant. Et il faut dire aux gens que un match de foot, ça s'apprécie dans un stade. C'est le fun de le voir chez vous, c'est le fun de le voir dans un bar, mais dans un stade, il n'y a rien qui bat ça. Et sur une saison complète, il n'y a rien qui bat ça. Et, tu sais, on est près du jeu. On voit bien partout dans ce stade-là, on est près du jeu. Les joueurs nous entendent.
Les joueurs, nous, on est en plus, on est bien placés. On a les meilleurs, nous autres, on a les meilleurs joueurs. Là, tous les joueurs, moi, Thierry Henry, Didier Drogba, les Higuaín, on les a tous vus à quasiment à 15 pieds de nous. Là. C'est pas partout comme ça, mais en tout cas. Donc, il faut vendre l'expérience stade et il faut dire que quand tu viens au stade, quand tu prends des billets de saison, c'est que tu participes à une expérience intéressante, tu communies beaucoup plus avec ton club que si tu viens 1, 2 ou 3 fois. Alors, j'aborde dans le sens d'Abdo quand même moi, je pense quand même que le marketing est déficient, mais je suis d'accord aussi avec le fait que le marketing ne vendra pas de billets de saison. Sauf que le marketing bien ciblé, peut-être pas nécessairement dépenser des millions de dollars sur des campagnes du stade. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres moyens de le faire. Essayer d'attirer de la clientèle qu'on ne voit rarement au stade. De vendre le billet individuel d'abord, parce qu'il faut quand même que les gens viennent au stade d'abord et avant tout pour apprécier comme Dominique disait, il faut que tu viennes une fois pour apprécier le spectacle, pour apprécier l'ambiance, puis avoir le goût de revenir pour un 5 matchs. Par la suite, pour la saison suivante, un autre 5. C'est un travail de longue haleine. Puis j'ai pas l'impression, moi, personnellement, que depuis que le club est en MLS, que ce travail-là a réellement été fait. C'est toujours, on va en passer de billets de saison. C'est vrai que c'est le message que le genre nous dit à chaque fois, c'est, on a passé de billets de saison, on a passé de billets de saison. Ben oui, mais faites quelque chose, pour essayer au moins de commencer par vendre l'individuel pour par la suite vendre plus des billets d'un peu plus long terme, d'attirer le détenteur de billets de saison. On sait aussi que le corpo n'est pas très bien. C'est toi, Nilton, qui disait ça tout à l'heure. On en discutait, puis Nilton me faisait la remarque tout à l'heure que le corpo est peut-être pas tellement bien encadré là-dessus. Si on va prendre l'autre exemple qu'on a à Montréal, le Canadien de Montréal, qu'eux autres, le corpo, c'est le pain et le beurre. C'est le pain et le beurre. Je pense qu'il y a sur 22 000 places dans le Centre Bell. Je pense qu'il y a peut-être 1000 personnes qui ont réellement payé leur billet là-dedans. Les autres, il y a tout du corpo qui sont fait donner. Alors, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais je trouve que la manière de faire le marketing, la manière d'essayer de passer son point de vue de la part de l'Impact, puis personnellement peut-être de M. Legendre en particulier, est pas la bonne manière, à mon avis. C'est encore négatif, malheureusement. Je voudrais ajouter de quoi par rapport à ça, si vous permettez. Avant d'essayer d'aller chercher des nouveaux fans de foot ou des nouveaux fans de l'Impact, il faudrait commencer par fidéliser les gens qui viennent 5, 10, 15 fois par année. Moi, là, je suis un exemple de ça moi-même. Je peux venir au stade une dizaine de fois par année, puis je suis pas encore détenteur de billets de saison, mais je vais m'abonner l'année prochaine parce que j'aime le foot, parce que j'aime mon club. Mais c'est pas parce que le club a fait quelque chose de spécial pour m'attirer, c'est parce que je suis quelqu'un qui est naturellement attiré vers le foot. Mais dès comme moi, il y en a peut-être 5000 dans le stade, là. Puis je pense que c'est au club d'aller commencer par ces gens-là qui sont déjà dans le stade, puis de trouver une façon de les fidéliser. Puis on a beau avoir le meilleur stade, le plus beau stade possible, l'expérience client la plus intéressante possible aussi. Faut pas oublier que il faut intéresser les gens au sport, au soccer avant d'intéresser les gens à l'Impact aussi. Là, on est au Québec, c'est un sport qui prend de plus en plus de popularité, mais qui est encore assez niché. Là, c'est pas tout le monde aussi qui est intéressé. Fait que ça va être cliché, mais la meilleure marketing, si on va aller chercher des abonnés de saison, c'est la victoire et ou des grands joueurs. Quand il y a des gens qui sont abonnés, en masse, c'est au moment où Didier est arrivé, ou quand l'Impact peut gagner, c'est là où est-ce que l'ambiance à son stade est au maximum. C'est cliché, puis c'est pas facile à faire aussi, mais je pense que c'est par là qu'il faut que ça passe plus que par des panneaux publicitaires ou n'importe quoi. Juste un dernier petit point là, Saputo veut Joey, ouais c'est ça, Monsieur Joey veut dit qu'il manque d'argent et de liquidité, puis ça c'est juste un petit rant que j'ai à faire, puis mon amie Justine des Trois Lions va être contente que je parle de ça là. Est-ce que c'est si compliqué que ça faire des nouveaux chandails, puis pas nécessairement faire un chandail pour le 25e puis mettre une patch sur un ancien?
Parce que moi, ça fait 3 ans que il y a un 130$ de moins de mes poches qui s'en va dans les poches de l'Impact parce que je veux pas acheter le même chandail que j'ai acheté il y a 2 ans. Bref, c'est un point que je vais amener là. Je pense que ça peut être pertinent de regarder vers là. Je sais pas combien que ça coûte faire un nouveau chandail, mais je suis sûr que ça peut être rentable pour l'équipe. Si on m'écoute, merci. Un truc sur les chandails, c'est que les clubs font très peu de profit sur les chandails. C'est l'équipementier Adidas. Les clubs ont peut-être 10% des profits au pire ou du revenu. Parce qu'il avait un reportage sur ça où disent c'est pas parce que les 130$ ne vont pas juste au club. Sauf que l'équipementier il paye le club, par exemple, pour avoir le droit de produire le maillot. Je pose mon microphone, je laisse les experts parler. Abdou? Ouais, puis personnellement, moi, j'aimerais bien revoir le rose comme maillot extérieur ou 3e. Côté, c'était mon point mode, le seul de la journée. Moi, pour revenir au côté supporter, moi, je suis pas détenteur de billets de saison. Je suis un supporter de l'Impact depuis une quinzaine d'années, depuis le temps où l'Impact était en 2e division. En moyenne, tu dirais que tu vas combien de fois au stade? 3 ou 4 fois par année, là. Ouais, parce que je sais, le stade Saputo, et je le dis très honnêtement, ce n'est pas ma 2e maison. Pour ceux qui le savent, ils savent que ma 2e maison se trouve quelque part dans une des 2 îles à laquelle le circuit Giveneux. Bref. Mais moi je sais que ce qui manque à l'Impact c'est ça, comme Mike disait là, fidéliser les détenteurs de billets, c'est bien, mais c'est aussi de faire en sorte que la personne qui achète ton billet régulièrement, comme moi, qui va 3 ou 4 fois par année, va devenir justement un billet de saison. Il faut, et comme beaucoup l'ont dit, il faut de l'argent, mais il faut aussi une bonne équipe. Une équipe qui est capable de se battre pour les séries. Et je pense que c'est ça qui va faire en sorte que l'Impact va avoir le plus de supporters. Et ça, ouais. C'est intéressant ce que vous dites. Déjà, je suis très content de voir que finalement le marketing a un peu moins d'importance que parfois on a l'air de le croire sur l'hashtag IMFC. En 2016, et je pense que c'était encore vrai en 2016, l'Impact était le meilleur vendeur de tickets individuels de la Ligue. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et c'est vrai on pourrait avoir plus d'abonnés de saison, effectivement. On est très loin du 13 000 souhaité. Je suis d'accord avec Nilton sur au niveau corpo. Ça coûte pas assez cher. C'est de l'argent, un grand manque à gagner par rapport à ça. Mais pour tout ce qui était du billet individuel, l'Impact était leader dans la ligue. Donc il y a quelque chose à creuser par rapport à ça sur l'importance du marketing. Qui sûrement, en plus, je rejoins ce que disait Mike, peut-être un marketing sur justement des packs de 5 billets, encore un marketing sur des choses comme ça, sur des liens avec, à un moment donné, il y avait les hot dogs ou à une pièce quand t'arrivais à telle heure. C'est des choses qui, je ne nie pas l'impact du tout du marketing, hein, comme je suis dedans, mais c'était vraiment sur la corrélation avec billets de saison. Pour moi, c'est un grand stretch parce que le billet de saison, c'est aussi un peu dire, et ça, je pense que c'était une quote de Bielsa, je t'aime malgré la victoire. Et c'est vers là que le foot, doit aller, quand le supporter du foot doit aller. Quand on dit moral, il veut le gagnant. Qui veut perdre? Voilà, qui se lève un matin, dit, moi, comme c'est cool de voir une équipe qui perd à chaque fois. Personne. On n'est pas plus une ville de gagnants que d'autres villes dans le monde, mais on doit apprendre aussi à embrasser la défaite et le je t'aime malgré la victoire. Ben c'est l'essence de ce que l'expérience supporter répond, et donc on fermerait la parenthèse par rapport à ça. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est qu'on est en onde, hein, 2 heures. Donc ça sera une belle route pour ceux qui nous écoutent. Et en fait, nous, on peut en parler pendant 5 heures, 10 heures. On n'a pas de problème avec ça. Non, on peut faire un podcast pour les gens qui vont mourir au Québec, un Twitter de plus. Hein? Ouais. C'est ça, là, vous avez dépassé Joliette. Vous êtes en Joliette et Québec, donc, voilà. Sponsorisé par la gare d'autocar. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. C'est ça. Tu sais, on devrait faire des podcasts conceptuels, hein, comme, en fonction du nombre de routes. Saint-Jean, Montréal, New York. Il faut qu'on le fasse. Quelqu'un va le faire avant nous, c'est sûr.
Donc c'est pas, on est sur quelque chose là. On en parle en off. Donc je remercie beaucoup tout le monde en fait d'être présent. C'était vraiment fun. C'est bien plus de fun que j'aurais cru. Merci beaucoup de votre présence, des questions, de ce podcast interactif. Louis, merci. Ça fait plaisir. Le real MVP. On est arrivé à Québec, c'est bon. Je voudrais vous remercier, vous, toute l'équipe du CanFC, parce que vraiment ce que vous faites pour le soccer, le fait que vous en parliez, peu importe les médias, ça nous fait du bien, ça nous fait... Bon, Hashtag dans le playoff, Hashtag dans le playoff. Attends ce que tu dis. Attention. L'année prochaine, tu vas m'aimer l'année prochaine. Que ce soit mauvais avec l'impact, là, ça nous fait toujours du bien d'écouter vos podcasts. Là, désolé, ça paraissait vraiment têteux. Mais je voulais vous le dire, ça vient du fond du cœur. Merci Abdou. Merci. Fait que, comme il est de coutume, on vous demande de liker, commenter, retweeter, vous abonner à nos différentes plateformes, iTunes, SoundCloud, Spreaker et autres. Et, si possible, de continuer à cotiser à notre Patreon et de propager la bonne nouvelle du soccer. À l'instar de l'Impact, ceux qui sont déjà Patreon, on va pas vous dire de faire Patreon, vous l'avez déjà. Mais, tu sais, Monsieur Legendre peut prendre des leçons sur ça. Et ceux qui le sont pas, faites-le. Au pire, partagez notre contenu. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Faites passer l'évangile, parlez de nous aux autres. La bonne poutine du soccer. Exactement. Merci encore tout le monde. Merci Sid d'avoir organisé ça. Et Sid. Merci Soccer 5 de nous accueillir. Merci tout le monde encore. Merci beaucoup. Every journey, everywhere in Ireland is always within reach, behind the wheel of a 191 BMW. Because right now, every BMW is available with reduced prices and 1.9% APR on selected models. Find out about the full range of offers at discoverbmw.ie or contact your local retailer. Finance subject to status, over 18s, Irish residents only. Terms and conditions apply, a guarantee may be required. BMW Financial Services Ireland DAC is regulated by the Central Bank of Ireland.